C'est trop intense. Non, là, franchement. C'est ça qui va pousser le maximum de personnes à se plonger là-dedans. C'est qu'en dehors, ils ont une vie de merde. Ouais. Donc on leur propose une vie de rêve d'un côté, une vie de merde de l'autre. La bite qui parle, elle n'a pas le droit de rentrer, quoi. C'est bon, on n'en veut pas. Le calcul, il est tout fait. Dans la réalité virtuelle, vous allez pouvoir vivre une expérience optimale. Bonjour. Salut, c'est Emmanuel Sandrine. Le web immersif, la réalité virtuelle, c'est l'expérience optimale, c'est ce qui va vous apporter le plaisir ultime, un plaisir inimaginable autrement que dans la réalité virtuelle, aussi bien d'un point de vue physique que d'un point de vue intellectuel, mais inévitablement, ça vous mène aussi à la destruction de l'être humain, à l'atrophie de la part animale qui est en nous et à l'extinction de l'espèce. Ils sont en train de vous concocter de quoi vous faire vivre le plaisir ultime, comme tu l'as dit, un plaisir inimaginable qui va mener vers quoi? Naturellement, vers un enfermement volontaire et donc la destruction de l'humain. On va voir ça. C'est vraiment les deux faces de la pièce. D'un côté, quelque chose d'absolument magnifique, qui donne vraiment envie, quelque chose de le Graal, et de l'autre côté, la fin de tout. C'est complètement calculé, c'est pas quelque chose de subjectif. Quand on vous parle du plaisir ultime, de l'expérience optimale, c'est pas quelque chose qu'on imagine. On va voir, c'est une réalité scientifique. Alors, on va voir les opportunités. Grandes opportunités de quoi devenir millionnaire, même milliardaire, je pense, et les risques qui sont associés. On va aller à fond dans tout ce qui est réalité virtuelle, dans tout ce qui est web immersif, et on va commencer par définir ce qu'aujourd'hui on appelle le web 4.0. Alors, c'est une définition, aujourd'hui tout le monde n'est pas trop d'accord. Le web 1.0, ce qu'on appelait le web, tout court, c'est très très clair, il n'y a pas vraiment de discussion. Le web 2.0, c'est très très clair aussi. À partir du web 3.0, web 4.0, il y a des définitions qui divergent, mais quand même, il y a quand même un consensus. On va voir ça au clair, parce que c'est à partir du web 4.0 que ça commence à partir. On peut dire que ça part en couille, ou au contraire que ça ouvre des portes énormes. Alors, c'est normal que le web 1.0 et le web 2.0 soient totalement définis, parce qu'ils sont, disons qu'on les a déjà dépassés. Ouais, la porte est fermée. Voilà. Que le 3, on est dedans, le 4, on commence tout juste à rentrer dedans. Donc c'est normal que ça ne soit pas complètement défini. Le web 1.0, on va revoir ensemble ce que ça veut dire. Le web 1.0, c'était le web statique. C'était l'équivalent d'une plaquette, en fait. En fait, ça a remplacé les documents papier, ça a remplacé même des CD d'information ou de catalogue. C'est-à-dire que l'information était figée une bonne fois pour toutes, et plutôt que de la mettre sur un papier ou de l'afficher sur une télévision ou de l'annoncer à la radio, eh bien, on l'a mis à l'écran, on l'a mis sur Internet, de manière à ce que les gens puissent y accéder à des documents électroniques, grâce à une adresse. Alors moi je me souviens, c'était en 1998, ouais. Donc c'était notre première boîte, et à l'époque c'est moi qui avais fait le site internet, c'était une plaquette, il y avait quand même des liens hypertextes pour changer de page, et vous vous souvenez sûrement, d'abord les modems qui faisaient et puis les images qui s'affichaient cling par ligne, cling, 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 et s'il y avait des vidéos, c'était des timbres poste, et puis bon... Il fallait vraiment avoir une connexion. Donc en fait, un site internet, c'était une succession de pages qui étaient figées une bonne fois pour toutes. Et la seule interactivité qu'il y avait, c'était qu'il y avait des liens hypertextes, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir un bouton, une image, un mot qui était souligné. Et quand on cliquait dessus, ça nous envoyait soit sur un autre endroit de la page, soit sur une autre page. L'interactivité se résumait à ça. Ça, c'était le web 1.0, le web statique. Ensuite, on est passé au web 2.0, qui est devenu un web dynamique. Alors, dans le web dynamique, comme son nom l'indique, il bouge, en fait, il est dynamique, il se construit au fur et à mesure qu'on le consulte. Il était aussi participatif, c'est-à-dire qu'en fait, les utilisateurs étaient intégrés un petit peu au contenu et ils pouvaient intervenir, ils pouvaient mettre des commentaires et en fait, ils créaient du contenu. Ça devenait dynamique et participatif. Donc là, c'est là qu'on a vu apparaître des blogs où en fait, des personnes pouvaient animer des sites internet sans être capables de faire des sites proprement dit. C'est-à-dire que même quand on écrivait un article dans un blog, on l'écrivait dans une sorte d'éditeur de texte et puis on le publiait. Donc il y avait une partie dans le site qui permettait de créer le site, ça c'est la première partie, et ensuite il y avait possibilité pour les lecteurs d'incrémenter le site en rajoutant des commentaires, donc ça c'était les blogs. Après il y a eu les forums, la même chose, en fait ce sont les gens qui participent au forum qui construisent le site. Et c'est pareil avec les réseaux sociaux. Et puis les réseaux sociaux, bien sûr. C'est l'étape ultime, c'est qu'en fait toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux créent le contenu du réseau social. Ouais, donc dynamique, c'est-à-dire à la limite même quand on va sur un site, que ce soit un site comme Amazon, une boutique, ou que ce soit sur un forum, par exemple, on lance une recherche, parce qu'on cherche le nom d'un auteur ou un film, etc. Il y a une page qui est construite, qui correspond à votre demande, mais cette page, elle n'existait pas, elle n'avait pas été construite, elle a été fabriquée au moment de votre requête pour répondre à votre demande.
Ça, c'est du dynamique. Ensuite, on passe au web 3.0. Ouais, et là, ça se complique. Ça se complique. Alors, c'est le web dans lequel on est encore aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça que. Alors, il y a certaines personnes qui vont vous dire, c'est pas tout à fait ça, des puristes ou autres. C'est normal, chacun, ça se discute puisqu'on est encore dedans. Le web 3.0, c'est le web qu'on appelle sémantique. Alors, la sémantique, ça commence à être un mot que dont la plupart des gens ne connaissent pas le sens. La sémantique, c'est l'étude du sens des symboles et du langage. C'est-à-dire que c'est à partir du web 3.0 que les logiciels qu'on va utiliser, les moteurs de recherche qu'on va utiliser, commencent à comprendre ce que vous demandez. Ce n'est pas simplement un mot, que vous citez un mot, vous rentrez dans Google, vous mettez un mot-clé, et puis Google, il allait chercher des textes, des contenus, des sites dans lesquels ce mot apparaissait ou dans lesquels cette phrase apparaissait. Mais il ne comprenait pas vraiment ce que ça voulait dire. À partir du web 3.0, les sites que vous fréquentez comprennent ce que vous voulez et vous comprennent vous-même. Alors, on n'en est pas à l'intelligence artificielle. Ça commence tout juste. Hein. On n'en est pas encore vraiment à quelque chose de très très puissant comme ChatGPT. Mais c'est le début. C'est le début. Ouais. Et c'est aussi le web où on va commencer, où les grands éditeurs ont commencé à collecter massivement des données sur vous. Votre historique de navigation, combien de temps vous passez sur les sites, bref, votre comportement sur le web. Qu'est-ce que vous avez tapé comme recherche? Quel mot-clé vous avez tapé? L'étape d'après, c'est il vous écoute avec votre téléphone. Géolocalisation. Avec votre téléphone aussi. Quand vous dites des mots particuliers, après ils vont vous fournir des liens, des publicités, des vidéos. Ah, vous dites, on a parlé de ça hier, regarde. C'est ce qui fait que quand vous allez sur Amazon ou sur n'importe quelle autre boutique ou même sur YouTube ou n'importe où, en fait, ce qu'on vous présente quand vous arrivez, c'est pas la même chose qu'on va présenter à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le web est complètement personnalisé, qui est lié à votre personnalité, à l'endroit dans lequel vous vivez, aux personnes que vous fréquentez, aux sites que vous fréquentez, à ce que vous avez acheté sur Amazon, les vidéos, les vignettes sur lesquelles vous avez cliqué. Tout ça, c'est des informations qui vous appartiennent, qui ont été collectées massivement, analysées d'abord par des logiciels, ensuite, et ça va aller encore plus loin, par des intelligences artificielles pour comprendre ce que vous voulez vraiment et ce qu'il faut vous donner à manger pour que vous deveniez un consommateur idéal. Nous, on avait une copine, alors c'était il y a déjà 10-15 ans, justement, c'était quand le web 3.0 se mettait en place, elle n'était pas au fait de tout ça. Et puis un jour, elle vient à la maison, elle me dit, je comprends pas, on est tout le temps, dès que je me connecte, on est tout le temps en train de me proposer des trucs. Des sites de rencontres gays. Lesbiennes, et puis des trucs coquins, lesbiennes. Elle dit, je comprends pas, pourquoi Et nous, on rigolait, on se dit, c'est dû à ta... C'est lié à ton historique de navigation. En fait, elle avait fait son coming out sans le vouloir à ce moment-là. Après, elle a fait son coming out normal, mais bon, à l'époque, elle disait, comment ça se fait C'était rigolo. Donc ça, c'est le web 3.0. C'est le web 3.0. C'est aussi l'Internet des objets. L'Internet, alors, c'est le IoT. C'est Amazon qui aime bien travailler là-dessus, qui pense qu'il y a vraiment du travail dessus à faire, et qui dit qu'aujourd'hui, le web, c'est IoT, c'est l'Internet of Things, l'Internet des objets. C'est les objets connectés, les objets ubiquitaires qui sont un petit peu partout, puis même qui peuvent connecter entre eux, qui peuvent se parler entre eux. Donc là, on est au tout début, on parle de caméras IP qui vont... vous mettez une caméra chez vous pour surveiller votre domicile et puis vous pouvez y accéder depuis votre téléphone. Donc vous avez déjà deux appareils connectés, votre caméra, votre téléphone, mais ça peut aussi être votre montre qui va surveiller vos grandeurs physiques. Puis bientôt, ça sera le frigo. C'est vos chaussures aussi, vos baskets pour courir, la balance, pour contrôler le poids, le taux de graisse, etc. Tout ça, c'est rendu possible aussi avec le cloud, donc avec le stockage d'informations dans le nuage, dans le cloud, sur Internet, complètement délocalisé, massif. C'est aussi rendu possible avec l'Internet mobile, c'est-à-dire que là, depuis quelques années, presque partout dans le monde, on est connecté avec une connexion correcte via son téléphone, donc on a Internet partout, et c'est aussi lié à l'augmentation du débit. C'est-à-dire que l'Internet 2.0, les blogs, les réseaux sociaux, etc., c'était dynamique, mais comme tu le disais, quand on regardait une vidéo, il ne fallait pas qu'elle soit trop grande parce qu'autrement, même les images, on n'avait pas le débit qui suivait. Là maintenant, on a du débit presque partout dans le monde et on a la connexion, on a Internet de partout et donc ça ouvre de nouvelles portes. Donc, l'Internet des objets, c'est aussi la surveillance globale où il y a certains informaticiens et électroniciens qui se sont rendus compte qu'il y avait même les robots, la façon KitchenAid, mais pas de marque KitchenAid, de marque chinoise, tu l'as dit, avec des frigos, tout ça, c'était pas déclaré, les gens ne le savaient pas, mais ces objets-là étaient équipés
de façon à se connecter à votre Wi-Fi, de se connecter à Internet et puis d'écouter ce qu'ils disaient. Il y avait des aspirateurs, un scandale avec un aspirateur connecté. Donc vous savez, c'est les aspirateurs robots qui se promènent dans la maison, qui font un ménage tout seul, qui était équipé de caméras officiellement pour entraîner l'intelligence artificielle de manière à ce que le robot sache reconnaître les objets. Voilà, ça c'est un pied de lampe, il ne faut pas que je pousse. Ça par contre c'est quelque chose qu'il faut que je nettoie. Bref. Il y avait des caméras, c'était connu, il y avait des caméras, elles étaient visibles, pour que le robot continue son apprentissage. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des fuites sur Internet, sur des sites où des amateurs peuvent poster des photos, des vidéos érotiques. Et il y avait des gens qui se sont retrouvés sur le net en train de faire l'amour et ils avaient été filmés par leur aspirateur. Parce qu'en fait, le robot communiquait les images, ça remontait, et puis après, certainement dans l'entreprise ou peut-être dans le réseau, on ne sait pas trop. Il y a des gens qui captaient les images. Et voilà. Les gens se sont retrouvés comme ça en train de faire des galipettes sur Internet. C'est pas ce qu'ils voulaient. C'était leur aspirateur qui les avait filmés. Voilà. Donc ça, c'est le Web 3.0. On rajoute aussi à ça, avec une petite astérix, parce que c'est pas sûr, tout simplement, la blockchain et la décentralisation. Beaucoup de gens vont vous dire le Web 3.0, c'est la blockchain, les crypto-monnaies, les NFT, pourquoi pas, non, on n'en parle plus trop, mais et la décentralisation. Franchement, oui. Pourquoi pas, mais ça peut se faire sans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr. Comme on vous l'a dit, le Web 3.0 n'est pas complètement fini, donc on n'est pas sûr que ça va perdurer. Si ça perdure, c'est clair que ça sera une brique très très importante du Web 3.0. La blockchain, les crypto-monnaies, et là, la décentralisation. Une fois qu'on a tout ça, on bascule progressivement. C'est pas, ça c'était le Web 3.0, maintenant on est dans le Web 4.0. Non, là maintenant on a la charnière entre les deux. On bascule dans le Web 4.0 et là, ça prend une autre dimension. La bascule, elle s'est faite quand en fait, l'intelligence artificielle puissante est apparue et a été donnée au grand public, puisque ça fait déjà pas mal de temps qu'ils travaillent dans les labos là-dessus, c'est pas une nouvelle. Mais du fait que le grand public ait accès à l'intelligence artificielle, on bascule du côté du Web 4.0. Et le Web 4.0, c'est une appellation. Nous, on préfère la notion de web immersif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce nouveau web, ce web de demain, ce web dans lequel on va plonger, et le mot immersion est vraiment important, on va voir ensemble tout ce que ça implique, il va être la nouvelle réalité. C'est-à-dire qu'en fait, Internet, le web, va faire partie de votre vie, mais ça ne veut pas dire que vous allez régulièrement vous retrouver devant un écran, que ce soit votre téléphone, votre tablette, votre PC ou n'importe quel objet. Non, vous allez vivre dans le web. Vous allez vivre dans le web et vous allez vivre beaucoup mieux que dans votre vie réelle, pour la plupart des gens. C'est ça. Donc on va vers ça. Nous, on aime bien dire que le web immersif, c'est la réalité virtuelle connectée. Donc on parle de réalité virtuelle, on va voir exactement ce que c'est. Et connecté, pourquoi est-ce qu'on parle de réalité virtuelle connectée? Alors, pour vous donner un exemple, voilà ce qui se passe dans la vraie vie aujourd'hui. Alors, dimanche, on était chez un ami et puis on était en train de faire des calculs pour une lunette astronomique et on s'est posé la question quelle était exactement la distance Terre-Lune. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y en a un qui a sorti son téléphone, il a tapé distance Terre-Lune. Sur Google tout simplement, et là Google a affiché une page en disant 384 000 km. 384 400 km. Distance Terre-Lune. Et donc on a continué notre calcul. Et après on a continué notre calcul sur un point de table, voilà, pour une lunette. Là on est dans le 3.0, on sort notre téléphone, on a accès à l'information, mais on est quand même, on n'est pas directement connecté. Dans le Web 4.0, ça prend une autre dimension. C'est ça. Dans le Web 4.0, pour vous donner vraiment une image grossière, mais on va vraiment rentrer dedans dans la vidéo, on aurait pu s'adresser à notre agent conversationnel et lui dire dis donc Arthur, si on l'appelle Arthur, c'est quoi la distance Terre-Lune? Et là, il nous aurait projeté peut-être dans un musée ou projeté même dans l'espace en nous disant la distance Terre-Lune c'est tant, et puis on aurait vu les choses et on lui aurait dit tiens, on veut construire une lunette qui fait ça, et là il nous aurait dit on fait comme ça et comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on soit, il aurait peut-être fait les calculs à notre place. Alors, pour vous donner une idée, ce que je vais faire, c'est peut-être aller chercher des bouquins. On va dans cette vidéo vous parler d'un certain nombre de films et d'un certain nombre de livres pour vous donner une idée du tableau global. Si vous avez envie, ça vous donnera une idée de ce que ça sera demain, le web immersif. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à mettre en commentaire, allez-y en commentaire, les idées de films, les idées de bouquins, les idées de séries, est-ce que vous avez en tête, ou même les musiques, si vous pensez qu'il y a des musiques qui s'adaptent à ça, pour partager avec la communauté. Je vais chercher les livres. Bon, alors, on ne va pas parler de tous les bouquins d'un coup, on va y aller doucement. Tout au long de la vidéo. Tout au long de la vidéo, on va vous présenter ces livres. Alors, dans ceux-là, là, vraiment, pour vous donner une image, mais on reviendra sur ces bouquins parce qu'ils sont quand même importants. On voulait déjà vous parler du Samouraï virtuel, qui est en fait... on en a déjà parlé, je crois, dans une... On en a déjà parlé. Alors, pour vous dire quand est-ce qu'il a été publié la première fois 1992.
92 ? Ouais. T'es sûr ? 92, ouais. Ouais. 92. 1992. Samouraï virtuel, c'est un livre qui est conseillé par Klaus Schwab, puisque c'est le livre qui cite pour la première fois le métaverse. Donc l'année dernière. Et vachement bien détaillé, justement. En fait, exactement ce que les gens, exactement aujourd'hui ce qu'on trouve dans les articles à l'initiative de Zuckerberg et d'autres, qui expliquent le métaverse, le monde de demain, comment on va vivre dans la réalité virtuelle. Ils n'ont rien inventé. En 92, ça a complètement été dit par Neil Stevens. Alors, attention, quand on vous dit comment vous allez vivre, ça signifie, et ça c'est important, que votre vie va changer. C'est-à-dire que la réalité dans laquelle vous allez vivre ne sera plus celle que vous connaissez maintenant. C'est important, il faut être conscient de ça. Il y a un autre bouquin qui est quand même sympa, c'est ce livre-là, je l'ai mis à l'endroit, c'est celui-là, c'est Ready Player One, c'est Ernest Cline. Alors ça a été porté au cinéma, il est super bien ce bouquin, vraiment. Et vous avez le Ready Player One ici et Ready Player 2 qui est la suite, hein. Donc il y a les deux, hein, de Ernest Cline. On reviendra sur ces bouquins, on va les détailler, on va voir ensemble. C'est les livres fondateurs, en fait. Ouais. Ce sont les livres qui vont vraiment le mieux expliquer ce qui nous attend. Enfin, on est en train de rentrer dedans. Hein. Quand on vous dit ce qui nous attend, on ne parle pas de quelque chose à 20 ans. On est en train de rentrer dedans progressivement. C'est ça. On va voir aussi le matériel, parce que la réalité virtuelle connectée va forcément être associée à un certain nombre de matériel. Donc on va voir ça ensemble. Qu'est-ce qui existe déjà et qu'est-ce qui va exister en futur ? Il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Ouais. Là aussi, on verra, il va y avoir une sorte de lutte des classes qui va s'installer, comme dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un super ordinateur surpuissant, il peut faire beaucoup plus de choses que quelqu'un qui travaille avec une machine qui a 10 ans. C'est clair. Ça va être la même chose. Ouais. Il va y avoir des gens qui auront un potentiel, qui auront même un statut social différent en fonction de leur portefeuille. Ouais. Et du coup, ensemble, ils ne seront pas la même personne. Dans le monde virtuel et suivant les moyens financiers qu'ils ont, ils pourront avoir plus ou moins. Ça va aller au-delà de la. On ne va pas parler des différences de classe, mais c'est quasiment ça. Ouais. Ça sera augmenté d'une façon phénoménale dans le monde virtuel. Ouais. Un autre élément clé du web 4.0, du web immersif, du web de demain, c'est la notion d'agent conversationnel. Alors aujourd'hui, comme on l'a dit, nous dimanche on a tapé distance Terre-Lune. On aurait pu parler aussi, vous savez, avec le micro, mais bon, il y avait quand même du bruit, donc c'est pas évident quand il y a du bruit autour. Mais demain, on ne va pas taper les mots-clés comme ça pour savoir quelle est la distance Terre-Lune. On va s'adresser directement à un agent conversationnel avec lequel on va avoir une discussion qui sera naturelle et précise. Et ça, c'est très très important. C'est un petit peu comme si vous alliez vous adresser à une personne virtuelle, une personne qui existe dans le monde virtuel et qui a la connaissance ultime de toute chose et qui, au lieu de vous renvoyer vers un site internet en vous disant va voir là-bas combien sur un site d'une encyclopédie quelle est la distance Terre-Lune, non, il va vous expliquer les choses, il va aller plus loin, il va peut-être même vous montrer par une impression 3D dans le monde virtuel l'objet. Si par exemple un hologramme, si par exemple vous dites tiens je veux construire une lunette astronomique qui fasse ça, il va peut-être vous la construire, ou alors il va vous emmener dans un musée dans lequel il y en a déjà une qui est comme ça, ou alors il va vous emmener dans un laboratoire, ou alors il va vous expliquer, comme si vous étiez dans une conférence, comment faire le projet sur lequel vous êtes en train de travailler. On parle pas, on n'est pas en train de vous dire que vous allez prendre votre téléphone et lui poser la question et ce qu'il va vous répondre, parce que ça existe déjà. ChatGPT avec l'application mobile pour les personnes qui ont le service payant, ça existe déjà. Vous lui posez une question à l'oral, il vous répond à l'oral. Là, ça va au-delà. On parle de réalité virtuelle. Ça, vous allez avoir une personne en hologramme devant vous qui va vous tenir la conversation comme on est en train de le faire. Alors, c'est déjà quelque chose que vous avez peut-être déjà vu dans le film. Alors, c'est le film de 2002, La machine à remonter le temps. C'est pas l'ancienne version, c'est la version récente. Dans ce film-là, quand il va, donc il est déjà dans le futur, il va dans une bibliothèque musée. Et là, il rencontre un bibliothécaire qui se déplace, qui est en fait un hologramme et qui se déplace dans ces panneaux d'hologrammes et qui lui explique tout. En fait, il lui pose des questions et ce bibliothécaire virtuel a accès à la totalité de la connaissance de l'humanité et il explique tout, en fait, aux voyageurs dans le temps. Et après, même, il le retrouve très, 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 très loin dans le futur et c'est grâce à lui qu'il va former les humains du futur. Et donc, on va aller encore au-delà de ça. On le retrouve aussi d'ailleurs dans Ready Player One, dans le film, où il visite le musée de créateurs du métaverse. Et effectivement, c'est un hologramme qui les renseigne, le guide. Il y a un guide qui les suit, qui n'a pas de réalité physique. C'est ça. Alors, la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui va être déformée par une réalité, alors déformée va être augmentée
va être va être incrémenté. d'autres dimensions. C'est ça, par une réalité virtuelle. Et ça, c'est très très important de comprendre ça parce que c'est le monde de demain dans lequel vous allez vivre. Et là, quand on parle du web immersif, du web 4.0, on parle non seulement de réalité virtuelle, mais on parle de réalité virtuelle connectée. Alors, réalité virtuelle, connectée, il va falloir vraiment qu'on comprenne à quoi ça correspond, ces deux notions. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la réalité virtuelle ? La réalité virtuelle, c'est un monde imaginaire, un monde qui n'a pas de réalité physique, dans lequel on va s'immerger. Alors, quand on dit imaginaire, c'est parce qu'il a été construit par l'homme. Il peut être très très proche de la réalité, et ça peut même être une copie conforme du monde dans lequel vous vivez aujourd'hui, mais ça peut aussi être un monde complètement chimérique, dans lequel il se passe des choses complètement aberrantes, complètement impossibles dans le monde réel, et puis avec toutes les variantes intermédiaires entre le monde que vous connaissez aujourd'hui et un monde complètement chimérique, c'est-à-dire un monde alternatif, un monde légèrement amélioré, un monde qui aurait pu se produire. Tout est possible. Le monde virtuel dans lequel vous allez vous immerger, c'est pas un monde, c'est une multitude de mondes. Tout est possible. Alors pourquoi ça va fonctionner ? Parce qu'on peut se dire, bah oui, mais pourquoi ? Moi, j'irai là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Ça va fonctionner parce qu'en fait, le cerveau humain est fabriqué comme ça. Le cerveau humain, depuis qu'on est dans un préhistorique et qu'on écoute les anciens raconter l'histoire, raconter la chasse contre le tigre à dents de sabre ou la chasse du mammouth, bref, depuis, on a envie d'écouter les histoires. Notre cerveau est fait pour ça. Il est tellement fait pour ça qu'il a même un biais. C'est que quand on lui raconte une histoire, le cerveau, il ne fait pas la distinction entre ce qu'il vit dans la vraie vie et l'histoire qu'on lui raconte. C'est pour ça que quand vous regardez un film, vous avez peur, vous avez des émotions, vous pouvez pleurer, vous pouvez vraiment sursauter. Parce qu'en fait, votre cerveau, il voit des choses, il croit que c'est la réalité et donc il vous fait réagir. Et donc le cerveau est fait pour ça. Le cerveau est fait pour écouter des histoires et le monde virtuel, en fait, ce qu'ils sont en train de vous concocter, c'est un monde virtuel dans lequel on va vous raconter de plus en plus d'histoires et dans lequel les plaisirs vont être de plus en plus forts. C'est pour ça que ça a marché. Aujourd'hui, quand on vous raconte une histoire, vous l'entendez par les oreilles, et malgré ça, vous arrivez à se ressentir l'angoisse qu'ont ressenti les personnes qui ont vécu cette histoire. Alors, quand on parle d'histoire, c'est au sens large. Ça va concerner les contes, les légendes, la religion, les films, les histoires qu'on peut vous raconter, que vous avez entendues, les continents pour enfants. Tout ça, c'est des histoires et on est fait pour entendre et pour écouter et pour comprendre ce genre de choses. D'ailleurs, on mémorise beaucoup plus facilement une histoire qu'un tableau de chiffres. Pourquoi ? Parce qu'on est fait depuis 1 million d'années pour comprendre, pour mémoriser et comprendre le monde sous forme d'histoire. Même si on peut mettre les tableaux de chiffres, mais bon. Pourtant, on parle de quelque chose qu'on a simplement entendu dans l'oreille, souvent même sans bruitage, avec juste la voix monotone du conteur. Dans le meilleur des cas, quand on regarde un film, on a l'image sur un rectangle plus ou moins grand et puis le son. Et malgré tout, on arrive à s'immerger là-dedans. Donc, imaginez maintenant que cette histoire, elle ne vous soit pas racontée dans un rectangle, mais elle vous soit racontée dans un monde qui occupe 100% de votre champ de perception. Imaginez, un masque, des écrans qui sont sur votre tête et qui occupent 100% de votre champ visuel, avec un casque sur les oreilles, qui vous isole complètement du reste du monde et qui occupe 100% de votre champ auditif quelque part, avec la notion de relief, avec la notion de déplacement dans l'espace, c'est-à-dire que quand le son se passe devant, vous l'entendez devant, quand il se passe derrière, vous l'entendez derrière, et puis quand ça se déplace, vous ressentez tout ça. Et ça, on parle uniquement de l'audio et de la vidéo. Maintenant, imaginez que ça aille un peu plus loin et que vous ressentiez la température, le contact, etc. C'est vers ça qu'on va. Aujourd'hui, c'est rendu possible grâce à la technologie, même si on en est qu'au tout début, attention, et ça évolue très très vite, mois après mois, année après année, c'est en pleine explosion, mais c'est quelque chose qui remonte déjà à pas mal de temps, ça existait. En fait, ça remonte dans la nuit des temps parce qu'il y avait des compteurs qui étaient beaucoup plus puissants pour transmettre les images, qui étaient capables d'hypnotiser leur audience et qui étaient capables de faire ressentir au-delà du son et de l'image. De l'hypnose, c'était de la réalité virtuelle avant l'heure. Là, on va aller au-delà. Et puis, la technologie, ça fait longtemps aussi que les scientifiques des laboratoires travaillent dessus. Dans les années 50, 60, je crois que le brevet date de 1962. Il y a eu le Sensorama, qui était déjà un système de réalité virtuelle, un peu sous la forme d'une arcade, où les développeurs essayaient de faire ressentir déjà l'image en relief, le contact, le son immersif, etc. Ça fait déjà longtemps que les scientifiques essayent de reproduire ça. Bien sûr, il y a eu l'image en relief. Vous vous rappelez ces vieux films où on mettait des lunettes, un filtre. Le monstre du lac noir. Ouais, le monstre du lac noir. Ça marchait, c'était pas encore super au point. On avait une légère sensation de relief, mais c'était déjà cette quête-là. On essayait de nous immerger, d'aller plus loin dans l'immersion dans l'histoire. Mais c'était une histoire, c'était quelque chose qu'on regardait, on était spectateur. Maintenant, ça va être la même chose
en beaucoup plus immersif, et en plus on va être acteur. C'est ça, c'est-à-dire que vous n'allez pas seulement regarder les choses, c'est que vous allez rentrer dedans, vous allez participer, ça va être votre nouvelle vie. Et c'est là qu'il y a vraiment un changement énorme dans l'humanité. Et au fur et à mesure que ça va être de plus en plus immersif, on aura de plus en plus de mal à faire la différence entre le monde réel et ce monde virtuel. Et donc, les personnes qui aujourd'hui résistent, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sensibles à ça, il y a des gens qui, quand ils regardent la télé ou ils écoutent la radio, ça n'arrive pas à les atteindre, mais plus les sens vont pouvoir être dupés par la science et la technologie, plus ces personnes ne pourront pas résister. Et en plus, ils auront des meilleures sensations dans ce monde virtuel que dans le monde réel, donc ils vont avoir envie d'y aller. Et on ne fera plus la différence entre le monde réel et le monde virtuel. Et en fait, c'est un petit peu, vous en avez déjà parlé dans des vidéos, vous savez que les géants du tabac se sont mis sur l'alimentaire, et notamment avec les Oreos, ont fait des produits qui étaient vraiment addictifs. Chacun a son addiction. Il y en a, ça va être l'alcool, d'autres, ça va être le tabac, d'autres, ça va être la nourriture avec les Oreos, voilà, le sexe, certains, c'est le McDo, bref, voilà. Et ben, en fait, toutes ces addictions-là sont liées à un besoin du cerveau à obtenir des plaisirs. Et ben, le monde virtuel, il va jouer là-dessus et il va fournir tous ces petits plaisirs-là et d'autres encore plus gros, ou même il va les augmenter. Donc en fait, c'est pour ça que quand tu dis, même ceux qui résistent, ils ne vont pas pouvoir résister longtemps, parce qu'ils vont y trouver leur plaisir, même ceux-là. Ils ne pourront pas résister, c'est plus fort qu'eux, c'est dans leur nature, c'est vraiment, ça va toucher, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo, ça va toucher vraiment la réalité physique de leur corps humain, c'est-à-dire que ça va les titiller les hormones, ça va les titiller tout ça, c'est quelque chose, ils ne pourront pas résister, ça va aller au-delà de ça. Donc là, on parle de réalité virtuelle, on imagine déjà, on est complètement immergé. On n'est pas encore au web immersif, parce qu'on a dit que le web immersif, c'était de la réalité virtuelle connectée. Connectée. Et la notion de connecté, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, tous les humains et tous les objets connectés, bref, le monde complet, va être connecté sur le réseau global, sur le web. Ils vont interagir entre eux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir interagir avec votre voisin, vous allez pouvoir interagir avec votre famille, vous allez pouvoir interagir avec votre famille qui habite à 400 km, ou même avec un humain qui habite à des milliers de kilomètres, avec une traduction automatique des langues. Ça, c'est pas un problème, c'est possible. Donc aujourd'hui, vous pouvez communiquer facilement avec n'importe qui instantanément. Vous envoyez un mail ou un message WhatsApp, ou même vous faites une visioconférence, vous pouvez vous connecter avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, pour peu qu'il parle votre langue. Aujourd'hui, il y a encore cette limite-là, ou en tout cas qu'il parle une langue dans laquelle vous êtes à l'aise. Mais demain, et ça commence, il y aura des traducteurs instantanés. C'est-à-dire que vous parlerez votre langue, et elle sera traduite dans la langue de la personne avec laquelle vous communiquez instantanément, de manière complètement fluide. Donc là, il n'y aura plus du tout de limite à ce niveau-là. Et il y aura même une autre limite qui va voler en éclats, c'est que la personne avec laquelle vous allez communiquer, ça ne sera pas forcément une personne. Ça pourrait être un agent conversationnel, c'est-à-dire qu'une intelligence artificielle à laquelle on aura donné un visage, une voix, et qui communiquera avec vous sur les sujets sur lesquels vous avez envie de communiquer. C'est-à-dire qu'en fait, elle va vous apporter du plaisir comme ça, parce qu'en fait, il y a des conversations que vous aimez avoir, des conversations que vous préférez éviter, et les conversations que vous aimez avoir, et ben, c'est ce qui fait le lien que vous avez avec une personne. En fait, vous êtes lié aux personnes qui parlent de ce que vous avez envie, qui discutent avec vous des sujets qui vous plaisent. Si ces personnes-là sont très très rares, qu'il n'y en a que quelques-unes dans le monde et qu'elles sont à l'autre bout du monde, aucun problème. Le monde connecté, la réalité virtuelle connectée va vous permettre de communiquer avec eux. Et s'ils n'existent pas, aucun problème. La réalité virtuelle va les fabriquer pour vous. Et va vous fabriquer des amis que vous n'aurez jamais eu dans le monde réel. Des amis, voire des conjoints. On va voir ça. Ouais. Ça va très loin. Alors, c'est des réseaux sociaux de nouvelle génération, et d'ailleurs c'est la promesse de Zuckerberg, vous savez, quand il a changé son entreprise Facebook, il a dit c'est Meta maintenant, parce que ça va au-delà de Facebook. Il s'est dit, oula, les réseaux sociaux, ça va aller au-delà de ça. Métaverse. C'est quelque chose qui existe déjà. Alors, les jeunes le connaissent plus que les anciens, parce que par exemple avec des jeux comme Fortnite, renseignez-vous, si vous avez des jeunes dans votre entourage, ils vont vous faire voir ce que c'est Fortnite. On va peut-être leur mettre un morceau de vidéo pour vous montrer ce que c'est. Fortnite, c'est déjà ça. C'est déjà un monde virtuel dans lequel on a des skins, c'est-à-dire on a des peaux, on a des habits, on a une façon de faire, on a des petites danses, on a des quêtes. C'est un monde parallèle dans lequel on se plonge. C'est pas encore le monde virtuel, on est bien d'accord. Mais c'est déjà un bon aperçu. Donc c'est un monde dans lequel il peut y avoir d'autres mondes qui sont intégrés. C'est un monde dans lequel on échange avec des personnes, certaines qui sont des personnes physiques, vos collègues, vos amis, etc. Et puis d'autres qui sont
des avatars, entre guillemets, des agents conversationnels. Enfin, il n'y a pas de conversation, mais en tout cas... C'est ce qu'on appelle les personnages non joueurs. Ouais, des personnages non joueurs, c'est-à-dire qu'il y a des personnages avec lesquels vous interagissez, mais il n'y a pas de joueur derrière. Voilà. On est au tout début, parce qu'aujourd'hui, les gens qui jouent à Fortnite, ils y jouent encore à travers un ordinateur ou un engin électronique. En tout cas, il y a une interface physique. Ils ne sont pas encore immergés dedans. Mais même comme ça, quand vous regardez des gens qui jouent, qui interagissent dans Fortnite, ok, ils le font à travers un clavier, mais on voit qu'ils sont quand même bien immergés dedans. Il y a eu Second Life aussi. Second Life, c'était un petit peu ça. C'est le début de tout ça. C'est le début de ces nouveaux réseaux sociaux dans lesquels vous interagissez et vous plongez dans une nouvelle vie. Ça, on va vraiment approfondir ça ensemble, parce que c'est important. Alors, métaverse, qu'est-ce que ça signifie? Parce que métaverse, c'est un mot qui a été inventé. Je pense que c'est Neal Stephenson qui l'a inventé. En tout cas, c'est pas Zuckerberg. En 92, Neal Stephenson, 1992. Il parle vraiment du métaverse. Il décrit ce qu'on décrit aujourd'hui par la suite Zuckerberg et d'autres. On pense que c'est vraiment Neal Stephenson qui est à l'origine. Si vous avez des bouquins qui datent avant 1992 et qui mentionnent ce genre de choses, ce serait vraiment très très intéressant. Ouais. On va vous présenter d'autres livres qui parlaient de ça, mais il n'y avait pas la notion vraiment de métaverse. Ouais. Métaverse, c'est la contraction de méta-univers. D'accord ? Donc univers, vous savez tout ce que ça veut dire, c'est le total dans lequel on vit, c'est l'ensemble dans lequel on vit. Et ça vient du latin. Uni et vertéré. Voilà. Derrière les Américains, Neal Stephenson, il a rajouté le méta qui veut dire au-delà, à côté, alternatif, réflexion, approfondir. On voit bien que ça va au-delà de l'univers. C'est beaucoup plus grand, ça inclut l'univers. On peut dire que ça inclut plusieurs univers ou alors que ça rajoute des dimensions à l'univers, on le dit comme on veut, mais ça va au-delà de l'univers. Donc le métaverse, c'est quoi? C'est un ensemble d'univers. C'est plus que l'univers réel, c'est un ensemble d'univers qu'on va agglomérer, qu'on va créer et qui va en fait continuer à grossir au fur et à mesure qu'on aura envie, nous, en tant qu'humains, de le créer. Mais c'est un univers parallèle, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la réalité physique, il sera dans la réalité numérique. Il sera dans les mémoires des ordinateurs. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir aller dedans et que vous n'allez pas pouvoir y vivre comme si vous viviez dans la réalité physique. C'est là justement qu'il faut comprendre que ce métaverse, vous allez pouvoir y vivre avec les mêmes sensations que dans la réalité physique. Pourquoi? Parce que l'ensemble de la technologie qui va s'additionner à votre corps va vous permettre d'obtenir les mêmes sensations que ce que vous avez dans la réalité physique, mais des sensations qui vont être améliorées, augmentées, perfectionnées. C'est là. C'est-à-dire que ça sera les mêmes sensations que vous pourrez reconnaître, mais elles seront optimisées. Ça sera en fait les meilleures sensations que votre corps et que votre cerveau seront capables de percevoir dans le monde réel. Sauf que dans le métaverse, vous pourrez les obtenir à la demande. Alors aujourd'hui, le métaverse, il existe déjà, on n'en est qu'au balbutiement, mais par exemple, il y a Zuckerberg qui a fait des démonstrations de conférences, d'interviews, où on voit son visage qui parle, et vous pensez que vous êtes en train d'observer Zuckerberg dans la vraie vie. Non, vous êtes en train d'observer Zuckerberg dans la réalité virtuelle, justement. Alors comment est-ce qu'ils ont fait cette vidéo-là? Elle a été très 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 poussée, cette vidéo. Il a été, lui et la personne qui parle avec lui, scanné avec un peu plus d'une centaine de caméras de profondeur pour vraiment observer toutes les spécificités de son visage, comment son visage bougeait quand il parlait, quelles étaient ses expressions quand il disait certaines choses, de façon à ce que son double dans le monde virtuel ait vraiment les mêmes expressions faciales, la même finesse de reconnaissance physique. Quand vous le voyez, vous savez que c'est Zuckerberg. C'est pas une image, en fait c'est un modèle en 3 dimensions, voilà. Qui évolue tout seul après. Il peut se retourner et son visage, il évolue tout seul. D'accord ? Et là on est sur la version réaliste, c'est celle qu'il a présentée il y a quelques semaines. Si vous vous rappelez, au tout début, quand il a présenté pour la première fois, il a dit que Facebook allait devenir la première société du métaverse, il avait fait une autre image, et là c'était pas du tout réaliste. C'était pas beau. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais c'est pas sérieux. Et il y a plein de gens qui se sont détournés du métaverse en disant, si c'est ça, c'est moche. C'est ça. Puis même par la suite, il y avait eu des défilés de mode de grands créateurs, de grands couturiers. Et là, les gens ont dit, il a eu des têtes d'animaux, des trucs comme ça, c'était des trucs de dessin animé. C'était pas bien fait. Ouais. C'était pas bien fait, c'était pas réaliste. Et les gens se sont dit, mais c'est ça, le métaverse, ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, on voit une nouvelle version. Et en fait, il n'y en a pas une qui est bonne et l'autre qui est mauvaise. Ce sont 2 versions du métaverse parmi tant d'autres. C'est-à-dire que maintenant, on va se poser la question de
à quoi ça va servir? Dans quel monde on va vivre réellement, quoi? Alors aujourd'hui, à quoi ça sert? Par exemple, pendant le grand confinement de l'humanité à cause du Covid, c'était des visioconférences. Ça aurait pu être des visioconférences avec des hologrammes, avec des holoportations. Vous avez une conférence à faire dans votre entreprise. On crée une salle virtuelle qui ressemble à la salle de conférence de votre entreprise et on rassemble tout le monde autour. Et ce sont des avatars physiques qui ressemblent à chacune des personnes qui doivent participer à la conférence, qui viennent et qui parlent et qui regardent les autres et qui interagissent. C'est ça en fait, c'est des visioconférences avec holoportation. C'est à ça que ça peut servir. C'est une des applications. Le premier truc auquel on pense. Mais vous allez voir que ça va aller beaucoup plus loin que ça. Alors les questions qu'on peut se poser par rapport justement à ce métaverse, et là on va y répondre ensemble, c'est mais alors qu'est-ce que c'est que ces mondes? En quoi ils vont consister? Qu'est-ce que vous allez y faire exactement? À quoi ça va servir? À quoi ça va servir? Voilà. Comment vous allez voir les autres et comment est-ce qu'ils vont vous voir? Parce que ça, c'est important. On a vu Zuckerberg, en fait, une copie conforme, on croirait que c'est une photo alors qu'en fait c'est un avatar. Et puis on a vu aussi ce défilé de haute couture qui était complètement bidon avec des animaux. Comment est-ce qu'ils vont vous voir? Les gens, ils vont vous voir avec une tête de Mickey ou ils vont vous voir tel que vous êtes aujourd'hui? Ça, c'est Et puis vous, comment est-ce que vous allez les voir aussi? Après, on va se poser la question, comment tout ça va être rendu possible? Quel est le matériel qui va être mis à votre disposition? On va voir mettre mis à votre disposition parce que tout le monde n'aura pas forcément les moyens parce que ça va être cher. Mais bon, ça va être la nouvelle vie et la vraie nouvelle vie. Donc ceux qui n'auront pas tout ça, quelque part, vont être expulsés de la nouvelle vie. Ouais. Ça, c'est important. C'est comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui vont au travail dans une grosse voiture à 200 000 balles et puis il y en a d'autres qui vont à pied et puis il y en a qui n'ont pas de boulot non plus, quoi. Donc c'est la même histoire. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire, vous, pour en tirer des millions, voire des milliards? Quelles sont les opportunités qui vont s'offrir à vous? Et ensuite, quels sont les risques? Et ça, parce que les risques sont réels. On va voir ensemble parce que les risques sont réels et il faut s'y attendre. Vraiment. En fait, on arrive peut-être à la fin de tout, en fait, avec cette histoire. C'est ça. C'est le revers de la médaille. C'est quelque chose de tellement magnifique que ça va être peut-être la fin de tout. Mais on va voir ça ensemble. Alors, ce métaverse, ces univers parallèles, ces univers virtuels, en quoi ils vont consister? En fait, qu'est-ce que c'est que ces mondes virtuels dans lesquels on va s'immerger? En fait, déjà, c'est pas un monde, c'est une multitude de mondes. Vous pouvez vous-même en créer autant que vous voudrez. Et chaque personne sur Terre pourra en créer autant qu'il veut. Et puis même, des intelligences artificielles pourront en créer à leur tour. Donc, ça sera une multitude de mondes. Et en fait, il n'y a pas de limite. Ça peut être un monde similaire au monde dans lequel vous vivez aujourd'hui. Ça peut être un monde similaire à celui dans lequel vous vivez aujourd'hui, mais dans lequel vous aurez réglé les choses qui vous dérangent. Ça pourrait être quelque chose de complètement différent, parce que voilà, ça peut être un environnement professionnel, ça peut être un environnement de jeu, ça peut être l'endroit dans lequel vous rêvez de vivre, qui n'a peut-être rien à voir avec l'endroit dans lequel vous vivez aujourd'hui. Ça peut être quelque chose, je ne sais pas, un monde... En fait, tout ce que vous avez pu voir dans un film, dans un livre, dans un dessin animé ou dans vos rêves, vous pourrez en faire un monde virtuel dans lequel vous allez vivre et dans lequel d'autres personnes vont vivre avec vous. Alors, pour avoir une idée de ce que ça représente, si vous avez du mal à visualiser tout ça, on vous conseille le film Ready Player One et les deux livres, Ready Player One et Ready Player Two. Je ne sais pas si on peut peut-être vous les refaire voir. C'est important, c'est Ernest Cline. Ils sont très très bons. Nous, à la maison, on les a tous lus. Voilà, ça vous donnera une vraie idée. Alors, ce qu'on fera, c'est que sous la vidéo, on vous mettra les liens directs vers les bouquins, vers les films, comme ça vous pourrez plus facilement. Même le savoir virtuel, c'est un peu moins bien écrit, c'est un peu plus vieillot. Ouais. Enfin, le monde est génial. Maintenant, après, au niveau de la qualité de narration, c'est quand même moins bon, quoi. Ouais, c'est moins bon. Mais c'est quand même fondateur. D'ailleurs, on vous l'a dit, mais c'est Klaus Schwab qui cite ce livre, qu'il a ramené au goût du jour là, il y a quelques années. On ne dit pas qu'on aime Klaus Schwab ou qu'on n'aime pas. On n'aime pas Klaus Schwab. Arrêtez de penser, parce qu'on se fait insulter tout le temps dans les commentaires, on dit machin et tout. C'est un gars, il faut savoir ce qu'il pense, il faut savoir ce qu'il dit, il faut savoir ce qu'il mijote. On est d'accord. Klaus Schwab, c'est le boss du forum de Davos, d'accord? Il y a des gens qui pensent que c'est le vrai maître du monde, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est le boss du forum de Davos. C'est là-bas que les gens, c'est là-bas que les maîtres du monde se réunissent pour essayer de comprendre ou pour essayer d'organiser, ça dépend comment on voit les choses. Comprendre où va le monde ou organiser où va le monde. Voilà. Et si Klaus Schwab vous dit ça c'est... Attends, ça me donne une idée, et si on faisait ça? Parce que c'est ça qu'ils font à Davos. C'est intéressant quand même de savoir ce qu'ils mijotent. Si Klaus Schwab cite un livre, franchement, ça vaut le coup d'aller le commander sur Amazon, parce que lui, il se base pas sur des informations complètement bidons, quoi. Il n'écoute pas des youtubeurs conspirationnistes complètement bidons qui racontent n'importe quoi. Il va aux sources,
S'il a raison, c'est peut-être parce qu'il comprend bien ce qui se passe, c'est peut-être aussi parce que c'est lui qui était en train de le fabriquer. Peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, il ne se trompe pas, quoi. Il faut savoir ce qu'il dit. Que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, ça ne change rien du tout. Et d'ailleurs que nous, on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça ne change rien du tout. Il faut savoir ce qu'il mijote, c'est intéressant. Et donc ces mondes virtuels, ça peut être des mondes vraiment, on peut doubler la planète, voilà, on va dire le monde, pourquoi pas refaire une copie numérique et modifier tout ce qu'on veut du monde d'aujourd'hui, ou imaginer ce qui se passerait si on allait s'installer sur Mars ou n'importe quoi. Ou alors ça peut être quelque chose de complètement minimaliste, tout petit, à l'échelle d'une maison, à l'échelle d'une pièce, à l'échelle d'un terrain de foot ou de n'importe quel autre Juste pour une expérience ponctuelle. Juste pour vivre une expérience ponctuelle dans laquelle vous allez passer quelques minutes ou quelques heures ou faire un exercice, pourquoi pas. Donc il y a vraiment... ces mondes, c'est ce que vous allez imaginer. Et alors là, ça pose la question de ce que vous allez y faire. Parce que, ouais, c'est bien beau de dire je vais créer des mondes et tout, mais alors moi je vais y faire quoi? Parce que moi ce que je fais, c'est je prends ma voiture, je vais au boulot, je rentre, je sors une bière du frigo, je m'installe devant ma télé, je regarde Netflix, et puis de temps en temps, je vais regarder un match de foot avec mes potes en mangeant une pizza. Ouais. Donc c'est quoi que je vais y faire dans ces mondes-là? En fait, c'est intéressant de se poser la question. Ouais. En fait, vous allez tout y faire. Donc, bien sûr, ça va être porté par quelques activités premières qui vont apporter de l'argent dessus. Alors, ce qui apporte de l'argent, c'est bien sûr le monde de l'entreprise. Donc, il y a énormément d'activités qui se passent en entreprise, qui pourront se passer, en tout cas d'interactions qui se passent en entreprise, qui pourront se passer via le métaverse dans des mondes virtuels. Donc là, on va bien sûr imaginer des mondes réalistes. Hein. Si vous organisez une réunion ou si vous participez à une réunion qui a été organisée avec votre patron, avec les cadres de votre entreprise pour discuter de la stratégie marketing ou d'un développement produit, etc., il y a peu de chances que vous le fassiez dans un bordel byzantin. Il y a des chances que ça ressemble à une salle de réunion. Ça, c'est parce que vous êtes dans le cadre professionnel. Maintenant, ça, c'est qu'un des aspects. C'est peut-être celui qui va financer, mais on peut imaginer, par exemple, un architecte aujourd'hui, vous commandez la construction d'une maison, l'architecte vous présente un dossier de plan, s'il est un petit peu plus vendeur, il va peut-être vous faire une maquette ou vous faire visiter un modèle 3D sur son écran. Demain, en fait, il va vous mettre un écran sur la tête, il va vous faire visiter en réalité virtuelle votre future maison. Et là, vous allez vraiment vous rendre compte si la chambre elle est trop petite, si la salle de bain, si l'évier est trop près du WC, si la fenêtre est assez grande, la vue que vous allez avoir, quoi. Donc là, c'est pour l'application dans l'architecture. On va imaginer aussi des applications dans la thérapie. Imaginez des personnes qui ont besoin de la thérapie psychologique, qui auraient besoin de se débarrasser d'une phobie, la peur de la foule, la peur des araignées, la peur du vide, etc. Alors souvent, il y a une partie de renforcement qui peut se faire avec un thérapeute. Et puis après, peut-être s'exposer, l'exposition progressive à des situations, à des expériences, avec de la progressivité comme ça, pour y aller en douceur et que la personne arrive à surmonter ses phobies ou ses traumatismes, peut-être faire revivre des périodes de l'enfance pour en sortir justement. Ça, c'est aujourd'hui, les thérapeutes le font avec de l'hypnose, ils le font en racontant des histoires, ils le font en faisant ça. Demain, ils le feront peut-être en faisant revivre des vraies expériences comme si elles étaient à l'intérieur d'un film. En immersion. En fait, la personne va vivre l'expérience comme si c'était réel. Et son cerveau ne va pas avoir de différence. Mais avec un dosage, on y reviendra un petit peu plus tard, avec un dosage, en mesurant des constantes corporelles, le taux de cortisol pour mesurer le stress, ou des taux d'hormones. La température, la transpiration, le pouls. Le rythme cardiaque, la respiration. Vraiment pour maintenir la personne qui est en train de se faire soigner au seuil, en dessous du point de rupture, pour vraiment qu'elle se retrouve psychologiquement dans les conditions optimales pour guérir. Ça peut s'appliquer aux thérapies, par exemple. Ça peut aussi s'appliquer à la formation. Alors la formation, il y a plusieurs aspects. On peut apprendre l'histoire-géographie, on peut apprendre une langue étrangère ou une langue morte. Et là, on parle des enfants. C'est-à-dire que les enfants ne pourraient ne plus aller à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, les écoles seraient purement virtuelles. Et quand l'enfant il va à l'école, au lieu de prendre son cartable et d'aller à l'école avec son petit casse-croûte, parce qu'ici il y a le casse-croûte. Non, il va mettre son casque, il va être dans sa chambre et puis il va rencontrer ses potes comme ça en virtuel. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous retrouvez aussi dans Ready Player One. C'est-à-dire qu'en fait, les écoles ne sont plus des écoles physiques, ce sont des écoles virtuelles et elles sont financées parce que le créateur du monde virtuel était un mécène et qu'il a dit « je veux que tous les enfants aient accès à l'école ». C'est vrai que si ça ne se passe pas comme ça, il pourrait y avoir des enfants qui ont accès à l'école parce que financièrement ils la payent et d'autres qui ne l'ont pas. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les séries de Runner. Et on y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Ça. Alors donc, quand on parle de formation, il y a ces deux aspects. Il y a l'aspect comme à l'école. Tout ce qu'on fait à l'école aujourd'hui, on pourra le faire dans le métaverse en mieux,
avec jamais de bullying, jamais de harcèlement, jamais de menaces, des professeurs qui sont toujours au même niveau et le niveau est remonté. S'il n'y a pas de menaces et s'il n'y a pas de bullying, c'est parce qu'il y a un contrôle suprême aussi au niveau de l'école. Voilà, donc ça c'est un aspect de la formation. Et puis après il y a la formation des adultes, apprendre à conduire, apprendre à piloter, apprendre des compétences professionnelles, la vente par exemple. Alors la vente c'est bien, il y a toujours un aspect théorique. Et puis après le vendeur il faut qu'il aille au charbon et donc là il va peut-être se retrouver mis en situation pour vendre une voiture. Pour vendre une voiture, donc dans le garage, en réalité virtuelle, avec des clients de différentes typologies, et puis il va être mis en situation réelle pour apprendre vraiment comme s'il était face à un vrai client. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'apprend avec des jeux de rôle, mais avec il y a toujours du recul, c'est toujours un petit peu rigolo. Là, ça sera pas rigolo du tout, ça sera comme en vrai. Avec des personnages non joueurs, des PNJ qui seront là pour l'améliorer. Ouais. On peut imaginer aussi des managers, par exemple, qui vont être formés à la résolution de conflits, par exemple, donc avec des mises en situation conflictuelles qui sont difficiles à créer dans le monde réel, tout simplement. En entreprise, les gens sont formés, les managers sont formés à la résolution de conflits. Il y a aussi des formes de jeux de rôle qui peuvent être mis en place. Il y a des techniques, il y a quasiment des phrases clés. C'est quand même assez limité. Demain, il y a nos limites, il n'y aura plus de limites. C'est-à-dire qu'ils pourront revivre. Mis en situation de conflit. Ouais. Il y aura tout l'historique des situations de conflit qui auront été mémorisées, vécues par toutes les personnes qui vont incrémenter une base de données. Tout ça, ça va être animé par des avatars avec des intelligences artificielles. Et la personne va revivre toutes ces situations de conflit qui correspondent à toute l'historique auquel on a accès et sera capable vraiment de réagir en temps réel. Ça va aussi de la formation à parler en public, par exemple. Voilà, vraiment avec peut-être aussi un apprentissage progressif avec la possibilité pour le système de mesurer le niveau de stress, mesurer toutes les constantes physiques, le cortisol, la respiration, les hormones du plaisir, etc. pour mettre les personnes qui sont en train d'apprendre au niveau où elles sont exactement, ce qui n'existe pas dans le monde réel. Quand vous êtes à l'école, il y a des enfants qui sont largués, ou même des adultes quand c'est de la formation professionnelle. Il y en a qui sont largués parce que c'est au-dessus de leur niveau, et il y en a d'autres qui s'ennuient parce qu'ils ont déjà dépassé depuis longtemps ce stade. Dans le monde virtuel, ça sera exactement adapté au niveau de la personne qui est en train d'apprendre. Alors là, tout ça, c'est apprentissage. À la limite, c'est pas très rigolo. Mais après, le monde virtuel, c'est aussi des trucs un peu plus rigolos. Ouais. Alors, les jeux de cartes, par exemple. Ça, c'est quelque chose que, sur Internet, ça a explosé. Les jeux de poker, les jeux de cartes, les jeux de paris. Ça pourra être intégré dans le monde virtuel. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, allez, je vais faire un jeu de poker comme ça sur un site de poker, non, vous allez rentrer dans une salle enfumée avec peut-être des cow-boys ou peut-être Al Capone, n'importe les personnes que vous voulez, qui seront autour de la table, et puis vous aurez vous aurez la skin, c'est-à-dire vous aurez l'apparence que vous aurez achetée ou que vous aurez développée vous-même. Donc ça dépendra aussi de votre niveau financier. Mais là, vous allez peut-être prendre l'apparence d'une superbe blonde habillée comme dans les années 30, ou alors, un Indien givaro avec ses plumes sur la tête, et vous allez venir jouer au poker. Dans cette ambiance lounge, feutrée, avec peut-être du whisky, des fumées de cigarettes, et ce genre de choses, et des cigares, et jouer comme ça. Et les jeux, bien sûr, c'est tous les jeux vidéo. Alors les jeux vidéo tels qu'on les connaissait quand on était jeune, peut-être que vous aurez envie de jouer à Pac-Man, mais ça sera un Pac-Man virtuel. C'est-à-dire que vous serez peut-être le fantôme qui court après Pac-Man, ou Pac-Man qui se fait courser par les fantômes. Et ça, c'est vraiment le truc de base, mais vous pouvez imaginer n'importe quel jeu vidéo. Et là, ça va au-delà de ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui, même si aujourd'hui, il y a déjà des choses qui existent et qui sont très, très poussées et très, très développées. Alors, on a déjà parlé de Fortnite. Fortnite, c'est un monde virtuel dans lequel vous allez vous plonger, vous allez prendre l'apparence que vous voulez, vous allez avoir des quêtes, vous allez pouvoir vous associer à des amis. Par exemple, il y a un mode de jeu de Skyrim qui s'appelle Elder Scrolls, où vous pouvez déjà rentrer dedans et interagir avec des PNJ qui sont associés à des intelligences artificielles et qui donc vont vous répondre de façon intelligible, de façon non répétable. C'est-à-dire que si vous regardez le film Free Guy, c'est un film qu'on vous conseille de regarder parce que ça vous donne une idée de ce que c'est qu'un jeu vidéo dans lequel il y a des personnages non joueurs qui deviennent intelligents, parce qu'en fait ils sont associés à des intelligences artificielles. Et dans Free Guy, justement, ce personnage non joueur se rend compte petit à petit qu'il est un personnage de jeu et il s'émancipe par rapport au jeu. Et au lieu de répéter toujours la même chose quand il croise quelqu'un,
Et non pas une bonne journée, mais une excellente journée. Et ben il va au-delà et il va se dire mais pourquoi est-ce que je recommence à faire toujours pareil, à me faire tuer par des joueurs qui arrivent pour braquer une banque. Et donc en fait il prend son indépendance. Free Guy, on vous conseille de le regarder. Ouais. Pareil, Ready Player One, c'est un film un livre qu'on vous conseille de lire certes, mais aussi vous pouvez regarder le film et ça vous donnera une idée vraiment précise de tout ce potentiel de réalité virtuelle. Donc ça, c'est des jeux pour s'amuser, mais on peut aussi imaginer des jeux comme tu l'as dit, hein, des jeux pour se mettre en situation, des serious games en entreprise, comme tu le disais avec gestion de conflit, mais on peut imaginer aussi des jeux qui seraient liés par exemple à l'armée, à la police, pour les mettre en situation, donc pour apprendre à manier des armes, pour apprendre à gérer des situations de conflit, comme par exemple avec du terrorisme, des prises d'otages, ce genre de choses, où vraiment ils sont mis en situation pour apprendre à progresser face à des situations extrêmes. Sans prendre de risques. Sans prendre de risques. On a ici au Costa Rica, on connaît quelqu'un qui a créé un stand de tir virtuel qui va au-delà du stand de tir, parce que c'est pas simplement tirer sur des cibles, dans lesquelles tout le monde peut aller s'entraîner, y compris des policiers. Alors, il n'y a pas de militaires au Costa Rica, mais il y a quand même des unités de police d'élite qui font presque l'équivalent. C'est-à-dire que s'il y avait une prise d'otage, il y aurait l'équivalent du GIGN qui interviendrait. Et il y a des policiers qui s'entraînent et la consigne, c'est qu'ils posent leurs armes à l'entrée parce que c'est tellement immersif. D'ailleurs, il a eu le cas d'un policier qui sort son flingue parce que sur l'écran, il est en train de se passer quelque chose. Ouais. Donc, consigne, est-ce que quand on rentre là-bas, est-ce que même pour la démonstration, est-ce qu'on a une arme? Parce qu'ici, il y a le port d'armes, il y a beaucoup de gens qui portent des armes. Donc, ils doivent poser leurs vraies armes. Ils doivent poser leurs vraies armes, ils sont fouillés, entre guillemets, avant de commencer, et on leur donne une réplique avec laser. Et ça se passe, c'est pas encore de la réalité virtuelle avec un casque, c'est un grand écran avec un projecteur. Et il y a un scénario qui se déroule à l'écran et la personne doit réagir en fonction de ce qu'elle fait. Soit c'est un truc fantasy, soit c'est un truc à la Doom, soit c'est un policier, c'est un pro avec un scénario de libération d'otages ou ce genre de choses. Ça existe déjà et c'est des briques comme ça qui vont s'additionner, qui vont s'incrémenter avec la technologie et qui vont devenir complètement immersifs pour tout le monde. Alors, tout ça pour dire que des policiers qui sont des professionnels se retrouvent immergés dans quelque chose qui n'est pas encore la réalité virtuelle, hein, parce qu'on n'y est pas encore, mais qui s'en approche. Et ils sont tellement immergés dedans qu'ils vont sortir leurs vraies armes pour tirer sur le mur à balles réelles parce qu'ils disent « Ah, il y a quelque chose qui se passe ». C'est pour dire que le cerveau peut être vraiment dupé et que le cerveau aime ça et qu'on est fait pour ça. Pour comprendre ce qui s'est passé, il leur a dit hey, « Venez », parce qu'en fait, il a un magasin qui vend des sacs à dos, des chaussures, des pantalons tactiques. Des pantalons tactiques et de randonnée. Et venez, on a un nouveau stand virtuel, vous allez voir comment ça se passe. Et il met le truc en place et il y a une séquence, ça se passe dans une usine désaffectée. Bon, il ne se passe rien du tout. Et puis tout d'un coup, il y a des gens qui sortent du mur comme ça, avec des flingues et qui commencent à lui tirer dessus. Il est venu pour une démonstration, on ne lui a pas donné de réplique pour qu'il joue. Et il a le réflexe de sortir son flingue parce qu'en fait, il est immergé dedans. C'est ça. Donc pour dire que le cerveau, il est fait pour ça. Donc ça, c'était pour la partie professionnelle, jeu. Ça pourrait aller beaucoup plus loin parce qu'on parle de jeux pour enfants, mais ça peut être des jeux pour adultes. Vraiment, ça peut être de tout. On imagine, voilà, vous jouez à Doom, les jeux vintage là, qu'on jouait il y a 30 ans. Ou un jeu de rôle type Donjons & Dragons ou l'Appel de Cthulhu, etc. Vraiment en étant complètement immergé, en étant vraiment dans la peau d'autres personnages. Mais ça va au-delà parce qu'il y a des gens qui disent ouais mais moi je joue pas au niveau professionnel. Je suis pas militaire, je suis pas policier, je joue pas. Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que je vais en faire de ça? En fait, il y a plein de choses. Vous faites forcément quelque chose dans votre vie. Si votre plaisir c'est d'aller voir des concerts, un match de foot, un match de foot, un concert, des magiciens sur scène ou n'importe quoi. On est quand même d'accord pour dire que quand on regarde un truc comme ça, un match, un spectacle à la télévision, et si vous avez un grand écran, c'est encore plus vrai, vous y voyez mieux que quand vous êtes dans la salle. Et pour autant, vous êtes quand même mieux dans la salle. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une atmosphère, vous ressentez plus d'émotions. Il y a un partage. Voilà. Demain, vous serez dans le monde virtuel et vous aurez à la fois la qualité plus de voilà comme si vous étiez au premier rang ou limite sur scène ou au milieu de la scène avec en plus l'ambiance et toutes les émotions que vous ressentez parce que vous êtes immergé. Vous êtes dans les gradins et vous faites autour de 5000 personnes qui sont passionnées comme vous. Voilà. Ça c'est tout ce que vous faites, donc que ce soit un match, un concert, un spectacle, n'importe quoi, d'accord? Salle de striptease. Une salle de striptease et vous allez mettre le billet dans le slip de la stripteaseuse. Ou du stripteaseur. Ou du stripteaseur et puis vous allez la toucher et elle va même vous toucher, ou si vous êtes, si c'est l'homme, ou inversement si c'est un homme. Mais ça va être rendu possible, d'accord? Alors même avec des trucs complètement basiques, parce qu'il y a des gens qui vont dire mais moi je suis jamais allé dans un bar de striptease, je suis pas concerné. Bon d'abord, il y a beaucoup de gens qui diront ça, et puis ensuite, parce qu'aujourd'hui 80% des recherches sur Google concernent le sexe,
Et si vous posez la question aux personnes autour de vous, il n'y aura pas 80% des gens qui vous disent qu'ils utilisent majoritairement Google pour trouver du sexe. C'est clair. Ça va être la même chose dans le monde virtuel. On y reviendra parce que ça va aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et quand on parle d'expérience optimale, ça concerne aussi le sexe. Et pour beaucoup de gens, ça concernera surtout le sexe. D'accord ? Mais ça peut concerner les vacances. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des voyages sans bouger de votre... j'ai même pas votre canapé, mais de votre fauteuil ultra confortable de gaming. Vous allez être assis ou alors debout, comme vous voulez, sur votre plateau tournant. On va revenir sur le matériel. Il y aura plusieurs façons de l'aborder. Voilà, on verra, il y a plusieurs façons de l'aborder, mais vous allez être chez vous et vous allez pouvoir aller à l'autre bout du monde. Vous allez pouvoir vivre les expériences les plus folles. Vous allez pouvoir sauter en élastique, vous allez pouvoir aller sur une gondole à Venise ou sur une plage du Costa Rica ou au sommet d'une montagne en Amérique du Sud, bref. Mais vous allez y être au bon moment. C'est-à-dire que si vous allez voir le monstre du Loch Ness, vous allez voir le Loch Ness, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir le Loch Ness, mais ils ne voient pas le monstre du Loch Ness, parce qu'en fait, il sort presque jamais, s'il y a à condition qu'il sorte. À condition qu'il sorte. Voilà. Ben, en fait, si vous y allez dans le monde virtuel, vous allez y aller juste au moment où il sort. Si vous allez visiter un château hanté, vous allez y aller au moment où il y a le fantôme. C'est-à-dire... vous serez pile au bon moment. Et quand vous allez voir, je ne sais pas moi, vous allez à Lourdes ou dans un endroit comme ça où il y aurait des manifestations, vous n'allez pas y aller en disant ça tombe jamais quand je suis là, il n'y a pas de chance. Non, vous allez y aller quand ça arrive. Et si vous faites du tourisme, vous ne serez pas dans la foule, sauf si vous aimez être dans la foule. Oui. Si vous aimez faire des files d'attente, parce que vous aimez discuter avec les gens autour, j'en sais rien, à ce moment-là, vous serez dans la foule. Mais si vous aimez y aller quand vous êtes tout seul, vous allez visiter les plus grands monuments, tout ce que vous avez rêvé un jour de visiter sur Terre, vous allez pouvoir le visiter avec un guide particulier. Peut-être que votre guide pour visiter les pyramides, ça sera Champollion, ou quelqu'un d'autre, ou un autre personnage historique. Peut-être que ce sera Einstein qui sera là pour vous expliquer la physique. Donc vous allez pouvoir faire du tourisme, vous allez pouvoir apprendre, vous allez même pouvoir reproduire la vie sociale dont vous rêvez, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de vie sociale, il y a des gens qui ont une vie sociale dont ils ne sont pas satisfaits. En fait, ils vont se fabriquer la vie sociale avec les amis qu'ils ont toujours rêvé d'avoir dans le métaverse. Et toutes les expériences qu'ils ont envie de vivre. Et ça, c'est au sens large, c'est-à-dire que vous allez même pouvoir vous inventer une deuxième vie. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous êtes peut-être comptable, vous tenez peut-être la caisse dans une station-service. Et demain, vous allez peut-être pouvoir vivre votre deuxième vie de rockstar. Ou peut-être que dans votre deuxième vie, vous êtes vampire. Ou peut-être que vous êtes, je ne sais pas moi, astronaute. C'est complètement possible. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous créer une deuxième vie dans laquelle vous allez plonger à partir du moment où vous ne serez plus dans votre vie réelle. Qu'est-ce qui va se passer en fait dans ce cas-là ? Il suffit de vous connecter au métaverse pour vous immerger dans la vie dont vous rêvez, qu'est-ce qui va se passer ? À peine sorti du boulot, vous n'aurez qu'une seule envie, c'est d'aller acheter votre sandwich, vos yaourts, votre paquet de pâtes, avant de rentrer à la maison pour vous connecter sur le métaverse, pour aller vivre la vie dont vous rêvez. Et finalement, votre vraie vie réelle dans le monde physique, elle va passer au second plan. Vous allez la vivre le minimum possible, c'est-à-dire les 8 heures de travail ou 7 heures de travail, je ne sais pas dans quel pays vous vivez, qui vous permettront de payer la facture électrique et la connexion Internet et le matériel pour aller dans la vie, votre vie, en fait, celle que vous voulez. Et ça, c'est à condition que votre façon de gagner votre vie dépende du monde réel. Si la façon de gagner votre vie dépend du monde virtuel, c'est-à-dire que votre façon de gagner votre vie, c'est de fournir des services dans le monde virtuel ou alors d'aller en rendez-vous d'entreprise dans le monde virtuel, comme on l'a vu, dans des salles virtuelles avec holoportation, et qu'en fait, c'est toujours votre vous virtuel qui intervient. Vous êtes formateur virtuel, vous êtes vendeur virtuel, vous vendez des choses dans le monde virtuel, faites des spectacles dans le monde virtuel, vous n'êtes plus du tout le monde réel. Et là, ça va encore plus loin. On va y revenir. Ouais. Vous pouvez construire des maisons dans le monde virtuel, par exemple. Pourquoi pas parce que dans le monde virtuel, les gens vont vraiment vouloir reconstruire leur vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui rêve d'être une rockstar va devenir une rockstar dans le monde virtuel. Il va vouloir avoir une maison de rockstar. Et cette maison de rockstar, il y a un architecte en fait dans le monde virtuel qui va la construire. Donc si vous avez comme rêve, si vous faites des maisons de lotissement, vous êtes architecte et vous avez que des petits projets parce que vous travaillez dans un cabinet où on vous confie des projets de merde, et que vous avez comme ambition de créer des monuments ou des maisons de rockstar, vous pourrez peut-être le faire dans le monde virtuel. Et à ce moment-là, vous travaillerez dans le monde virtuel et vous aurez des clients dans le monde virtuel. Alors là, se pose la question de comment les autres vont vous voir,
comment vous allez voir les autres. C'est-à-dire quelles sont les apparences, c'est votre vous, votre personnalité, comment est-ce qu'elle va être vue, comment est-ce qu'elle va être perçue par les autres et comment est-ce que vous allez voir les autres. Ça, c'est important. C'est quand même important dans la vie réelle de savoir à quoi on ressemble, comment ressemblent les autres, etc. Dans le monde virtuel, ce sera soit votre sosie, comme Zuckerberg qui a fait voir qu'il avait été numérisé avec une centaine de caméras de profondeur pour avoir vraiment sa tête, soit alors un vous amélioré, un vous idéalisé. C'est-à-dire que plutôt que de faire de la chirurgie esthétique et de dire « Attends, je vais me refaire le nez, je vais me refaire le mâchoire, je vais me faire de la bichectomie », comme ça, je vais me faire implanter des cheveux, je vais me faire enlever les bourrelets, je vais me faire teinter les cheveux. Au lieu de faire tout ça, dans le monde virtuel, c'est fait quoi. Ça sera peut-être payant. Bien sûr, parce qu'on va voir qu'il va y avoir des métiers qui vont se développer autour de ça. Mais voilà, ça sera votre vous amélioré. Ça, c'est la version, on va dire, c'est moi, je suis contente de quoi je ressemble, je pourrais améliorer 2-3 trucs. Il y a des filles qui vont dire, attends, je vais me faire de l'augmentation mammaire, ou alors la graisse, ou alors augmentation de fesses, parce qu'ici au Costa Rica, on voit que les dames, elles aiment bien avoir les fesses bien rondes, et bien, non pas plates, mais rondes, et voilà, comme si elles étaient très musclées, ou alors musclées. Donc voilà, dans le monde virtuel, voilà. Ça, c'est la version sérieuse, quelque part. C'est la version réaliste, sérieuse. Oui, améliorée, mais de votre personne. C'est-à-dire que ça vous ressemble encore, on va dire. Ouais. C'est la version avec laquelle vous allez à une réunion professionnelle. Ou alors vous allez faire de la vente avec des gens qui vendent, qui achètent des produits normaux. Voilà. Pour vous donner une idée, c'est le film Clone avec Bruce Willis de 2009, où on voit effectivement que les humains sont en peignoir, mal rasés, mal peignés, tout comme ça, dans leur fauteuil, et guident des clones d'eux-mêmes, qui sont en fait des clones parfaits, rajeunis d'eux-mêmes, avec plus aucune imperfection. S'il manque un cheveu, il y est rajouté. S'il y a une ride, elle est gommée. Voilà. C'est-à-dire que dans la rue évoluent leurs clones, parfaits, et eux, ils sont un peu tout avachis, tout moches, tout mous. C'est tout juste si quand ils se lèvent, ils n'ont plus de muscles, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça donne un peu cette idée. Ça, c'est une version. C'est la version avec laquelle vous allez aller au travail, interagir de manière sérieuse. Mais ce n'est pas la seule version, il peut y en avoir plein d'autres. C'est-à-dire que, d'ailleurs, si vous voulez avoir une idée, vous allez regarder les images de profil sur les vignettes de profil sur Facebook ou sur YouTube ou sur n'importe quel réseau social. Vous allez avoir des gens qui mettent la photo de Clint Eastwood, par exemple. Et ce n'est pas Clint Eastwood, mais peut-être qu'il rêve de l'être, j'en sais rien. Ou d'une autre star, ou alors un nounours, ou une crevette, je ne sais pas, on imagine n'importe quoi. Dans les jeux de rôle, c'est pareil. Vous allez avoir des gens qui font des jeux de rôle, ils veulent vraiment s'immerger, ils veulent avoir un truc réaliste. Ils veulent être eux-mêmes en amélioré. Des barbares musclés, des super bombasses. Et puis il y en a d'autres qui jouent des rôles de poule ou de poisson. En fait, s'ils veulent jouer le rôle d'une poule ou d'un poisson, évidemment, ils ne vont pas aller à une réunion professionnelle en poule ou en poisson. Mais si dans leurs interactions avec d'autres animaux, d'autres cas bizarres, ils veulent être une poule ou un poisson, ils pourront. Pourquoi pas. Typiquement dans Fortnite, ils peuvent très bien être des chats super musclés, hyper gros, hyper costauds. Voilà. Parce qu'ils aiment les chats. Parce qu'ils aiment les chats et qu'ils... Donc eux-mêmes améliorés, quelque chose de complètement farfelu, une star, un physique idéalisé, un culturiste qui a pris des dimensions, ou alors une nana complètement augmentée. Tout est possible. Il y en a qui disent, on en a parlé, et il y en a qui nous a dit moi je serais une grosse bite. Oui, c'est nul. Et d'ailleurs, pour tout dire, dans le Samouraï virtuel, il y a un endroit, un bar un peu sélect qui s'appelle le Soleil Noir, dans lequel le règlement interdit les bites qui parlent. Voilà. C'est-à-dire, ici on est dans un endroit sélect, les gens ressemblent à des humains, donc ils disent il n'y a pas de géants, ils ne veulent pas avoir des avatars qui sont 100 fois plus grands que les autres. Et puis il n'y a pas de bites qui parlent. Les gens ressemblent à des humains. Voilà, parce que contrairement à ce que vous pouvez croire, il y a plein d'humains qui ont envie de prendre ce genre d'avatar. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Et ça va être possible. Après, avec les interactions que vous allez avoir avec les autres, pensez que vous choisissez votre aspect, eux choisissent le leur et vous interagissez. C'est ça. En fait, ça va amplifier la notion de double vie. Ouais. Parce qu'en fait, naturellement, vous n'allez pas être obligé de choisir entre un poisson ou une poule, vous, peut-être que vous êtes aujourd'hui, et votre version améliorée. Parce que déjà, dans la vie de tous les jours, votre apparence, elle change. Vous n'allez pas au boulot dans les mêmes conditions que vous regardez Netflix sur votre canapé ou vous allez faire une balade dans la forêt le week-end. Oui, notre avocat, il dit qu'il regarde Netflix en caleçon CEO. C'est-à-dire qu'il est en caleçon le week-end
avec ses filles sous le bras en train de regarder Netflix. Ouais. Bah, quand on le voit, nous, au boulot, Il est pas comme ça, en hein. caleçon. Donc ça, c'est la vie. Déjà, quelqu'un de normal et équilibré qui n'a rien à cacher, il change d'avatar dans la vraie vie en fonction de ce qu'il est en train de faire. Hein. Vous allez dans l'atelier, chez vous, vous allez bricoler, vous allez vous peindre le plafond, vous allez vous mettre des vieux vêtements, vous allez ressembler à rien. Vous allez faire vos courses, vous avez une apparence, vous allez au boulot, vous avez une autre apparence, vous partez en vacances, vous regardez la télé, vous avez une apparence différente. Vous allez en soirée ou à un concert, vous allez avoir une autre apparence. Donc déjà, ça c'est quand vous avez rien à cacher. Après, il y a des gens qui ont une double vie. Hein. Les gens, Ouais, c'est le gars qui est la journée chef d'atelier, sérieux, voilà, tourneur-fraiseur, strict, voilà. Et le soir et le week-end, il est drag queen. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Ça existe, hein, ça existe. Dans le métavers, ça va prendre une autre dimension. Déjà aujourd'hui, ce chef d'atelier qui est dans un atelier d'usinage le jour et qui est drag queen le soir, il a quelque part la peur d'être démasqué. Il ne veut pas que les deux mondes connaissent son autre version. Voilà. Quoi. Dans le métaverse, ça sera quasiment impossible. Il pourra vraiment le cacher. Donc en fait, il n'y aura plus de limite. Il y aura plein de gens qui ne l'auraient pas fait dans le monde réel de peur d'être vus, d'être démasqués, qui vont complètement se lâcher dans le monde virtuel. Quoi. Alors après, il y aura des réseaux sociaux qui vont obliger, si vous allez dans tel réseau social, si vous allez dans tel monde, tel univers, on parlait du soleil noir, c'est une sorte de bar boîte de nuit dans le samouraï virtuel, vous pouvez imaginer n'importe quel un univers bien particulier qui est créé. Vous allez avoir Mark Zuckerberg qui va créer un monde à la Facebook et qui va dire: vous avez le droit de rentrer dans ce monde-là. Dans ce monde-là, il y aura plein de merveilles, plein de choses qui vont vous plaire parce que vous allez pouvoir y rencontrer des amis, de la famille, y faire tout un tas de business, n'importe. Ce qui se passe aujourd'hui sur Facebook, vous voyez ? Eh ben, peut-être que Mark Zuckerberg va dire: non, mais dans celui-là, hein, je veux que ça soit vous-même. Hein, vous n'avez pas le droit d'être quelqu'un d'autre. C'est déjà le cas aujourd'hui pour Facebook. Aujourd'hui, Facebook, c'est un réseau social. Alors, il y a plein de gens qui passent à travers, mais dans lequel on est censé apparaître avec notre vrai nom. Mais toi, ils t'ont sucré ton compte. Et donc, tu avais un compte Emmanuel de Terre Nouvelle. Il a fallu fournir une pièce d'identité. Comme c'était pas ton vrai nom, on n'a plus le compte. Quoi. Voilà, donc on n'a pas. Mais voilà, il y a plein de gens qui passent à travers parce que Facebook n'a pas tombé dessus, et puis il n'y a pas eu de dénonciation, ce genre de choses. Mais, dans les conditions d'utilisation de Facebook, c'est indiqué qu'on doit indiquer notre vrai nom et même notre vraie photo. Donc là, il y aura peut-être des univers comme ça où vous devrez avoir votre vraie tête, votre vraie apparence, peut-être améliorée ou pas. Mais voilà. Mais il y aura des univers dans lesquels vous pourrez avoir une tête d'éléphant. Mais d'un autre côté, alors on parle des univers sérieux, voilà, où ils vous imposeront d'avoir votre vraie tête, mais imaginez un monde médiéval, voilà, dans lequel vous allez pour faire du combat médiéval. Les gens se battent à l'épée, à l'arbalète, etc. Ils ne veulent pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne avec une Kalachnikov. Voilà, ça fera partie des règles. Puis à l'inverse, il y aura peut-être des gens qui s'amuseront, qui voudront jouer à Call of Duty, et puis ils ne veulent pas quelqu'un qui se pointe en côte de maille, parce que c'est tout simple, ça va juste gâcher la fête. Quoi. Call of Duty, c'est des jeux de guerre, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça va être associé à quelque chose, et c'est là qu'on va parler justement de différences sociales et d'explosion des différences sociales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la vraie vie, entre quelqu'un qui est très riche et quelqu'un qui n'a pas de sous, il peut y avoir des très grosses différences physiques, dans le sens où la personne qui est très riche va faire les chirurgies esthétiques, va prendre des produits pour être mince, pour être plus fort, pour être plus réveillé, plus rapide, pour pas vieillir. Alors que la personne qui est pauvre va juste manger ce qu'elle peut manger avec les moyens financiers qu'elle a. Ça, c'est dans la vraie vie. Il faut se rendre compte que dans les univers virtuels, ça va aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'entre une personne qui a des moyens et une personne qui n'a pas les moyens, ça va être... Une personne qui n'a pas les moyens va avoir l'avatar. L'avatar, c'est l'image, votre image dans le monde virtuel. Voilà, de base. Dans Samouraï virtuel, il appelle ça les Clint et les Brandy. Les Clint pour les hommes et les Brandy pour les femmes. Où vous allez chez Walmart et vous achetez un avatar de base, l'avatar que tout le monde peut se payer, même les personnes qui n'ont pas beaucoup de sous. Et alors là, c'est un visage standard, des cheveux standards, très peu d'expression faciale. Les filles ont le droit à trois niveaux de poitrine. Donc c'est improbable, impossible, pas de ce monde. Voilà, c'est pour dire que c'est quand même des grosses poitrines. Et puis les mecs, ils ont le visage osseux, ils sont beaux, ils sont jeunes, voilà. Ça sera les avatars de base. Action Man et Barbie. Barbie gonflée, quoi.
Voilà, on va dire ça comme ça. Et ça sera les skins de base. Après, ça sera des skins dans lesquels, typiquement, si on prend l'exemple de Fortnite, et ça c'est intéressant, ça vous donne un exemple de ce qui se passe déjà dans les jeux vidéo qui se rapprochent de la réalité virtuelle, les jeunes, quand ils ne payent pas, donc c'est un jeu qui est gratuit, et quand ils ne payent pas, en fait, ils ont une skin, ils ont un avatar qui est généré à chaque fois qu'ils rentrent dans le jeu. C'est-à-dire qu'un jour, ils vont être un noir costaud de la quarantaine, le lendemain, ils vont être une indienne, une dame indienne qui travaille dans une cuisine. Le jour d'après, ils vont être un blanc. Alors, je ne sais pas s'il y a des variations au niveau de l'âge. Oui. Bref, voilà. C'est un tirage au sort, en fait. Et chaque fois, ils ont un personnage différent. Si eux, ils ont envie d'être un gros black costaud à chaque fois qu'ils rentrent dans le jeu, ils sont obligés d'acheter une skin. Skin comme peau. S'ils ont envie d'être à chaque fois une bombasse latino-américa de 1m85, il faudra qu'ils achètent une skin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça existe déjà dans Fortnite. Et dans la réalité virtuelle, ça sera pareil. C'est-à-dire que si vous voulez être un personnage spécifique, vous voulez être un vampire avec l'accent roumain, avec un certain physique, une certaine prestance, des vêtements, un château, des capacités spéciales parce que vous êtes un vampire, il va falloir payer tout ça. Et donc il va y avoir tout un tas de services qui vont être payants par rapport à ça. Des gens qui vont créer des vêtements, des gens qui vont créer, comme tu l'as dit, des maisons, des architectes, des gens qui vont créer des capacités surnaturelles, des visages qui vont vous permettre d'avoir un corps plus fort, etc. Ça sera des choses que vous allez pouvoir acheter, donc il y a des gens qui vont pouvoir les vendre. Ça, bien sûr, ça va créer une hiérarchie qui va être à l'image du monde réel. Mais augmentée. Augmentée, parce que les gens qui seront riches, bon, pas forcément riches, mais en tout cas qui auront plus de moyens, ils n'auront pas simplement une plus belle voiture, une plus belle maison, ils auront aussi une plus grosse queue, ils auront aussi... Oui, des plus grosses fesses, des plus gros seins, ou des plus grosses lèvres. Ils seront comme ils sont. Sans limite, quoi. Il n'y aura plus de limite. Voilà. Ça va créer une vraie hiérarchie, une vraie lutte des classes, avec vraiment des gens supérieurs. Pas seulement au niveau financier, ils seront juste supérieurs. Et ça va aussi être lié, amplifié par le matériel auquel ils auront accès. Et puis la qualité de la connexion avec laquelle ils vont se connecter. Oui, vous imaginez, s'ils ont une petite connexion pas très bonne, ils vont être tout pixelisés. C'est les Clint et les Brandy dont on vous a parlé, qui vont être un peu gris, un peu scintillants. Ils ne pourront pas être super, avec un super château, avec le corps parfait, etc. Ils vont se déplacer en bus, ils auront moins de résolution sur leur avatar, ils seront moins... Ils auront moins de vêtements. Comme ils auront une connexion plus faible, ils auront peut-être des mouvements plus saccadés. Bref, ça sera moins réaliste pour eux. Et même pour les gens qui vont interagir avec eux, ça sera moins réaliste aussi, donc moins agréable. Et le matériel va impliquer forcément d'abord une immersion dans l'univers, c'est-à-dire que suivant le matériel que vous allez pouvoir vous acheter, vous allez pouvoir vous immerger plus ou moins bien dans le monde virtuel. Et vous allez avoir un rendu de vous-même plus ou moins bon. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu accès à un scan en 3D de votre personne, bien sûr que ça sera une version dégradée de vous-même. Si vous avez accès à quelqu'un qui va être capable de vous faire une chirurgie à partir de votre scan, vous allez avoir une version améliorée de vous-même. Vous voyez, donc à la fois le matériel et l'argent que vous allez pouvoir mettre dans tout ça va faire que vous allez vivre différemment et qu'on va vous percevoir et que vous allez percevoir les autres aussi différemment. Alors tout ça c'est rendu possible par du matériel qu'il va falloir acheter. On parle d'équipements physiques qui vont remplacer votre clavier et votre souris ou l'écran tactile de votre téléphone. Alors on revient pas sur les trucs de base. Les simulateurs de vol, les simulateurs de conduite, ça le volant, existe encore. Ça existe depuis des années. Ça existe déjà depuis longtemps. C'est pas de la réalité virtuelle. Enfin si, c'est de la réalité virtuelle, mais c'est pas ça dont on parle. C'est pas ça qui va vous faire une seconde vie dans les mondes virtuels. C'est d'autres choses. Donc la base, le minimum, c'est le casque de réalité virtuelle. Donc on va vous mettre un lien là sous la vidéo pour que vous sachiez déjà qu'est-ce qui existe aujourd'hui. Alors, si vous avez envie de commencer, si vous avez envie de tester, il existe déjà des jeux vidéo qui vous permettent de les utiliser. Donc on vous met un lien comme ça si vous voulez essayer. Donc le plus connu c'est le MetaQuest, donc celui qui est vendu par Facebook. C'était Oculus Rift, etc. Maintenant c'est les Quest, le Quest 3 aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des écrans, il y a un système optique, mais en gros le principe c'est que l'écran que vous regardez, il est dans vos lunettes et il occupe 100% de votre champ de vision. Et c'est associé à un casque auditif
qui fait que vous entendez, ça occupe aussi 100% de votre champ auditif, 100% de votre champ de vision, et donc avec une vision 3D et puis aussi l'audio en 3D, c'est-à-dire que s'il y a une voiture qui arrive à fond sur vous, qui va vous écraser ou qui vous dépasse, vous allez vous sentir le son s'approcher et puis passer derrière. Voilà. S'il y a une sirène qui passe devant vous, elle va arriver par ici, elle va repartir par là-bas. Vous êtes immergé au niveau visuel et au niveau auditif dans le monde virtuel. Ça, c'est la base. C'est souvent associé à des contrôleurs, des poignées qui permettent d'interagir dans le monde. Alors, suivant le poids du casque, bien sûr, la technologie va encore évoluer, mais vous pouvez avoir une sangle qui va venir au-dessus de la tête, parce qu'en fait, vous avez quelque chose qui est lourd à l'avant, donc ça va avoir tendance à tirer sur la nuque. Donc, vous pouvez avoir une sangle comme ça qui vous permet de garder la tête droite et pas avoir trop mal au cervical. Donc ça, c'est la base. Ça existe déjà, c'est complètement disponible. Vous pouvez commander ça sur Amazon. Ça coûte quelques centaines de dollars, hein. C'est pas cher par rapport à ce que ça peut vous apporter. Bien sûr, c'est le tout début, hein. Et puis il y a plein de gens qui customisent ça justement pour améliorer le confort, répartir le poids, etc. Ça vous permet déjà de rentrer dedans. Il y a même le début du retour haptique, c'est-à-dire par exemple sur les contrôleurs. Haptique, il faut peut-être qu'on explique ce que ça signifie. En fait, ça va vous permettre en fait, d'avoir des sensations tactiles, c'est-à-dire que ce qui se passe dans la réalité virtuelle, dans le monde non réel, vous êtes en train de toucher un objet, vous êtes en train de caresser un chien, vous êtes en train de, je sais pas moi, de manger, vous prenez votre fourchette, vous prenez votre verre, et bien ça vous allez pouvoir le sentir dans la vraie vie, parce que vous allez avoir des gants haptiques, c'est-à-dire c'est des gants qui vont en fait vous renvoyer une sensation tactile. Donc là, on parle des gants, c'est le début, ça existe déjà. Il existe aussi déjà les combinaisons. Ouais. Même avant le gant, en fait, les contrôleurs ont un retour haptique, c'est-à-dire que si vous une vibration, donc retour de choc, ou si vous appuyez sur une queue de détente pour simuler le tir avec une arme à feu, vous allez sentir la résistance. Voilà. On est au tout début avec ces poignées. Après, il y a les gants qui vont au-delà, et puis bien sûr les combinaisons. On est au-delà avec les combinaisons. Alors, il y a déjà un équipement qui est un petit peu l'équipement de base, même si ça coûte très très cher. C'est le gilet, la jaquette, avec des petits actionneurs qui viennent en fait vous toucher. Si par exemple vous avez pris une flèche, vous allez sentir quelque chose. Ça ne va pas vous transpercer comme une flèche, on est bien d'accord, c'est pas le but, mais c'est pour que vous sentiez. Là, vous avez pris un coup d'épée. Ouais. Ça rajoute la sensation du toucher pour ceux qui veulent avoir des activités plus physiques dans le monde virtuel. C'est le toucher, c'est haptique, ça signifie toucher. Vous jouez à un jeu de combat, vous prenez un coup de poing, vous prenez une balle, vous sentez l'impact dans le dos, sur les côtés, tout ça. Donc c'est la base. Les gilets, ça ne coûte pas très très cher. Il y a d'autres solutions qui coûtent encore plus cher. Les gants, par exemple, vous prenez votre épée et vous êtes en train de vous battre, vous sentez la sensation dans votre gant. Ouais. C'est le but du gant haptique. Tout ça, c'est en vente, hein. Ça vous pouvez y acheter, hein. C'est à la portée du grand public. Hein. Alors, il y a le suivi par caméra aussi. Ouais. Ouais. Suivant les équipements. Oui, parce qu'en fait, il se trouve qu'on a le retour par le toucher, c'est-à-dire que voilà, vous êtes dans un jeu ou dans une interaction, il y a quelqu'un qui vous touche. Il y a des petits actionneurs qui viennent. Vous avez la sensation du toucher. Mais par contre, il n'y a pas encore la capture du mouvement ou la capture de votre position, c'est-à-dire que le système ne sait pas comment est-ce que vous bougez. Alors, il y a plusieurs façons de jouer, d'interagir dans le monde virtuel, dans la réalité virtuelle. Il y a des gens qui vont le faire assis dans un canapé ou dans un fauteuil juste avec des petites manettes, ou dans leur lit, et qui vont juste interagir avec les manettes. Et puis il y en a d'autres qui aiment vraiment être dans le réel, donc ils vont être sur un tapis roulant, ils vont courir, ils vont gesticuler. Et là, si on veut que leur avatar reproduise les mouvements, il va falloir capturer leurs mouvements, il va falloir savoir où est-ce qu'ils en sont dans le monde, quoi. Alors il existe soit par caméra, c'est-à-dire que vous bougez et la caméra voit quel mouvement vous faites, soit alors il y a des combinaisons haptiques. Et là on est déjà dans les 13 000 $ aujourd'hui. Ouais, donc là on vous en met un modèle, 13 000 $. Pour tout dire, on n'en a jamais acheté, on ne connaît personne qui a une combinaison comme ça. Si vous connaissez quelqu'un qui en a ou si vous en avez déjà testé, mettez-le en commentaire, ça nous intéresse de savoir. À la limite, on ne sait même pas si cette page, c'est pas... si c'est vrai. Si c'est vrai, parce qu'il y a des gens aussi qui mettent des annonces comme ça pour voir s'il y a un marché. S'il y a des gens qui essayent de passer commande, ça veut dire que ça vaut le coup de le fabriquer. Peut-être. Et puis ça ressemble aussi au faux robot de Tesla avec la combinaison là. Oui, ça s'appelle Tesla Suite. Donc on ne sait pas s'il y a un lien. On ne sait pas si Tesla Suite, c'est un lien. Est-ce que c'est Elon Musk qui est derrière? On sait qu'Elon Musk il aime bien enfumer comme ça en disant, en racontant le produit est prêt alors qu'en fait il n'existe toujours pas. Il faut dire ce qui est, la combinaison elle ressemble sacrément au faux robot d'Elon Musk. Ouais. Donc on ne sait pas. En tout cas, si vous connaissez quelqu'un, allez-y, mettez en commentaire. En tout cas, si on en croit ce qui est annoncé, ça coûte 13 000 $.
Ça permet d'avoir un retour haptique sur l'ensemble du corps. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Ça permet de savoir, de détecter les mouvements, donc de les transmettre sur le métaverse pour que votre avatar fasse les mêmes mouvements. Et ça permet aussi de capter les déplacements, quoi. C'est-à-dire que vous bougez, votre combinaison sait que vous êtes en train de faire ce mouvement-là, et donc vous reproduisez ce mouvement dans le monde virtuel. Ouais. C'est dans les deux sens. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le monde virtuel, vous le ressentez, et quand vous bougez dans le monde réel, vous faites le même mouvement dans le monde virtuel. Ça, c'est l'idéal, c'est l'objectif final. Et on va y arriver, hein. Mhm. Alors ça, c'est la combinaison complète. Autrement, il y a des gants, des systèmes. Tesla Glove. Juste pour la sensation de la main. Vous prenez un verre, vous êtes en train de jouer aux cartes. Vous prenez la vous carte. prenez une bière ou un whisky. Vous sentez la sensation du verre dans la main. Donc là, on a parlé vision, on a parlé oui, on a parlé toucher, mais il y a encore d'autres sens qu'il va falloir simuler pour que l'expérience soit idéale en fait. Il va falloir aussi simuler le goût et l'odorat. Et aussi la sensation de chaleur. D'ailleurs, il y a l'université de Tsukuba, là ils sont en train d'essayer de mettre au point un système pour simuler le froid et le chaud, sans passer par des capteurs à fil, etc. En soufflant juste de l'air. Ils se sont rendus compte que pour qu'on sente bien la température, il ne fallait pas que ça soit trop long parce qu'il y a un phénomène d'adaptation à la température. Donc bref, ils soufflent de l'air chaud ou de l'air froid pour que quand vous êtes dans le monde virtuel, vous avez votre casque, vous êtes en train de vous mettre sur votre terrasse sur la plage au Costa Rica, là, d'une maison de rêve au Costa Rica sur la plage, et vous vous mettez au soleil, et là vous sentiez la sensation de chaud, des rayons du soleil sur votre peau. Donc là, il y a moyen d'envoyer un petit air chaud sur votre peau, et là vous avez l'impression d'être au soleil. Et à l'inverse, vous êtes dans votre chalet à la montagne, dans les Rocheuses, et vous sortez, il neige, et là vous sentez la sensation de froid. Donc là, l'université de Tsukuba est en train de travailler là-dessus. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'occuper 100% de votre champ de perception, sur tous les sens, pour que vous soyez vraiment dans le monde, et au point de ne plus pouvoir faire la différence, et même au point que ce soit optimisé de manière à que vous puissiez ressentir des sensations que vous ne pourriez pas ressentir dans le monde réel, tout simplement parce qu'il y a toujours un petit truc qui ne va pas dans le monde réel. Oui, vous êtes en vacances au Costa Rica et puis vous avez mangé quelque chose qui ne vous convient pas et vous êtes malade et vous êtes aux toilettes toute la journée. Non, là, ça n'arrivera pas. Dans la vraie vie, ça arrive toujours. Dans le métavers, ça ne devrait pas vous arriver. Ou alors c'est que vous n'avez pas payé le bon skin. Oui, le bon skin, le bon avatar, la bonne peau, quoi. Et là, vous allez pouvoir vraiment choisir la façon dont vous allez appréhender, dont vous allez vivre dans la vraie vie votre réalité virtuelle. Vous allez vous mettre dans votre canapé avec votre casque et juste des manettes, ou alors vous allez vous équiper parce que vous avez quelques milliers d'euros à mettre là-dedans pour avoir le tapis roulant qui va se déplacer en même temps que vous pour savoir où est-ce que vous allez, à quelle vitesse vous courez, la combinaison haptique complète. Mais c'est pas ça, bien sûr c'est lié au budget, parce que tout le monde ne pourra pas se payer une plateforme comme ça qui vous permettra de courir avec les armes qui vous donneront la même sensation, les combinaisons complètes, etc. Les armes aussi, il faudra les acheter. Mais ça dépend de ce que vous voulez y faire. Parce qu'il y a des activités que vous pourrez vivre de manière beaucoup plus intense en étant comme ça allongé sur un canapé. Si vous allez dans le métaverse pour visiter des clubs de striptease avec des filles qui viennent se refrotter contre vous, vous pouvez le faire allongé dans votre canapé. C'est ça. Par contre, si vous allez dans le métaverse pour jouer à des jeux de guerre, il vaudrait mieux que vous ayez quelque chose qui permet de vous exprimer au niveau corporel. Et là, attention, on reprécise encore une fois, parce que tu l'as déjà dit, 80% des recherches concernent le sexe. Donc quand tu parles de ça, quand tu parles de striptease, il faut se rendre compte que 80%, si cette proportion continue à être la même, elle risque d'augmenter. Et d'ailleurs, les gens vont faire ça dans la réalité virtuelle. Et donc ça nous amène à une autre catégorie d'accessoires qui vont permettre de vous émerger dans le métaverse. Là on a vu donc, les trucs haptiques, les gants, les combinaisons, les lunettes, les casques, etc. C'est tout ce qui concerne le sexe, donc les sextoys. Le métaverse pour les adultes va être équipé de tout un tas de gadgets. Et ça, il y en a déjà beaucoup qui existent. On vous a déjà parlé de la bouche, vous savez, la bouche qui simule les bisous, parce que voilà, c'est à cause du confinement, les gens ils étaient loin les uns des autres, ils n'arrivaient pas à s'embrasser. Et donc il y a une bouche qui simule les bisous, c'est-à-dire que il y a les deux partenaires, et ils vont faire bisous à une bouche en silicone qui va reproduire la même sensation sur l'autre bouche en silicone qui est connectée, c'est-à-dire que les deux bouches sont connectées. Ouais. Donc ça c'est le début, parce qu'une bouche... C'est la version soft. C'est la version soft, parce qu'une bouche ça ne sert pas uniquement à embrasser, mais vous allez trouver des sexes masculins, des sexes féminins, des choses... complètement farfelus, des masturbateurs masculins, masturbateurs féminins, des choses connectées, c'est-à-dire que voilà. Et là, on parle uniquement de l'actionneur, d'accord ? C'est-à-dire l'appareil qui va vous stimuler si c'est ce que vous recherchez dans le métaverse. Et encore une fois, on vous dit, il y aura certainement beaucoup plus de 80% des recherches qui vont être dans cette direction-là.
Ça existe déjà et on est au tout début. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de partenaire, ils auront leur partenaire, au singulier ou au pluriel, dans le métaverse. Et ça va leur apporter des sensations que certains n'ont jamais eues dans la vie réelle, ou ont très rarement dans la vie réelle, premièrement. Et ensuite, comme ça va être associé plus tard à des capteurs, parce que là on parle de comment stimuler le corps, mais l'idée aussi c'est de savoir dans quel état est le corps, comment est-ce qu'il réagit à ces pour le signaux. stimuler de façon à ce que ça soit optimal, c'est-à-dire que tous ces capteurs vont capter votre pulsation cardiaque, votre température corporelle, est-ce que vous transpirez, est-ce que vous avez voilà, votre niveau de dopamine, votre niveau de cortisol, votre niveau de tout un tas d'hormones, de façon à ce que cette expérience-là soit optimale. Vous amenez vraiment au seuil de ce que vous êtes capable de supporter dans le plaisir, c'est-à-dire le plaisir ultime. C'est impossible de faire plus et c'est asservi par même pas forcément par des logiciels artificiels, mais par des systèmes de régulation qui vous maintiennent au niveau optimal de plaisir et c'est mesuré par des marqueurs chimiques que dans la vie vous pouvez avoir. Quoi, simplement. Donc là, on va voir plus tard qu'est-ce que ça implique, parce que ça a une implication à la limite grave. On verra ça ensemble. Alors là, il y a tout un tas d'opportunités. On se rend compte que c'est un monde énorme. C'est un monde qui est plus grand que notre monde qui est en train de s'ouvrir, avec énormément de choses qu'il va falloir créer et de services qu'il va falloir fournir. Et donc, il y a forcément tout un tas d'opportunités à saisir. Et là, il y a des futurs millionnaires, des futurs milliardaires qui vont se créer tout simplement parce qu'ils vont apporter des services, ils vont apporter des choses au métaverse. Que ce soit des expériences, parce qu'ils vont filmer des expériences. Ils vont filmer une expérience de saut à l'élastique, par exemple, c'est tout bête. Mais voilà, quand vous sautez à l'élastique, vous avez cette sensation-là, il va falloir la reproduire. En fait, quand on dit filmer, c'est plus que filmer, c'est enregistrer toutes les sensations corporelles. Toutes les sensations. Donc là, on parle de saut à l'élastique, ça peut être faire de la spéléo, ça peut être grimper au sommet de l'Everest, ça peut être descendre dans un volcan, ça peut être un astronaute sur l'ISS, tout ce que vous pouvez imaginer, et même il y a des gens qui vont rechercher des expériences destructrices, c'est-à-dire enregistrer par exemple les sensations de quelqu'un qui a un accident de voiture dans lequel il va mourir par exemple, et puis d'autres personnes qui vont se repasser, c'est ce qu'on retrouve dans Edge Runner, l'animé qui était sur Netflix, où le personnage principal revit des expériences qui ont été enregistrées, donc des accidents de voiture, des partous, des choses comme ça. Et, je sais pas, moi, une sorcière qui se fait brûler sur un bûcher, et des dames qui vont se dire moi je veux vivre ça, quoi. Ce genre de choses. Des choses que vous pouvez imaginer. Donc des gens qui vont être capables de fabriquer des expériences comme ça, il y aura des gens pour les consommer. Les gens qui seront capables de fabriquer des skins, comme on vous l'a dit, c'est-à-dire des personnages, des peaux, des vêtements, des maisons, des animaux de compagnie, des gens qui seront capables qui vont numériser leurs chats, leurs chiens, qui vont leur donner certains comportements, certaines attitudes. Tout ça, ça sera monnayable. Donc ça, c'est le niveau au-dessus. Il y a quelques années, là, on parlait des NFT, c'était un truc complètement... Nous, on s'est toujours dit que c'était débile, des gens qui mettaient des fortunes pour acheter une tête de singe, c'était complètement stupide. Mais malgré tout, on peut se poser la question de savoir s'ils n'ont pas fait exprès pour savoir si les gens étaient capables de payer pour ça. S'ils sont capables de payer pour rien, ils seront capables de payer pour quelque chose. En fait, là, c'est des NFT au niveau plus. Oui, parce que vous allez vous en servir dans la réalité virtuelle. Ça va être la numérisation des mondes, c'est-à-dire des personnes qui vont dire je vais aller numériser les pyramides en Égypte, je vais aller numériser le Sphinx, je vais aller numériser la Tour Eiffel, je vais aller numériser tel bar qui est vraiment à la mode, tel bar underground, là où il se passe des trucs un peu bizarroïdes, avec des gens qui jouent au poker et d'autres trucs, voilà. Ce genre de choses, la numérisation des mondes et la création des mondes. Après, là, ça va être vraiment des gens qui vont créer et qui vont inventer des choses. C'est pas forcément des développeurs, c'est pas bon. Il y a une partie de ces compétences qui requiert, qui sera du développement informatique. Il y en a d'autres, ça sera du design. D'autres, ce sera de l'écriture, parce que il va falloir écrire des scénarios. D'autres, ça sera simplement de l'imagination. Puis il y a des personnes qui vont, d'ailleurs, c'est ceux probablement qui vont le mieux réussir. C'est ceux qui vont rien faire tout ça, qui vont simplement avoir des idées et aller trouver sur le net, sur des plateformes, des places de marché, des techniciens quelque part, qui vont aller créer ce dont eux auront eu l'idée. Qui vont coder. Qui vont coder, qui vont dessiner, qui vont enregistrer, qui vont faire de la musique, des choses comme ça.
Puis après, il y a des personnes qui vont développer des agents. Vous savez, on vous a parlé du bibliothécaire dans la machine à explorer le temps, le bibliothécaire holographique qui se déplaçait. Ben, il y a des personnes qui vont développer ce genre de personnages, qui vont en fait leur apprendre, leur enseigner. Ben, tiens, il faut que tu sois spécialisé en botanique, toi, il faut que tu sois spécialisé en dressage de chiens, ce genre de choses. Ben, ça sera des agents auxquels vous allez peut-être pouvoir demander des conseils, ou peut-être même que vous allez avoir envie d'avoir quelqu'un qui va vous aider, vous former pour dresser un chien, par exemple. Quand vous regardez un bon film, il y a souvent les personnages principaux qui ont une position très valorisante, voilà, les personnes qu'on aurait envie d'être si on vivait cette histoire-là. Et puis tout autour, il y a les faire-valoir, des personnages secondaires qui sont là pour, quelque part, pour mettre en valeur les personnages principaux, pour que l'aventure se passe bien, etc. Mais personne rêve d'être cette personne-là. D'accord ? Dans le métaverse, c'est pareil. Vous allez vivre des aventures, vous allez vivre des expériences dans le métaverse, vous aurez envie d'occuper une position valorisante, et vous aurez besoin autour de vous de personnes, de personnages en tout cas, dont personne n'a envie de jouer le rôle. Ces rôles-là vont être joués par des agents d'intelligence artificielle. Voilà. Qui seront créés par quelqu'un. Il y aura quelqu'un qui va créer ces personnages en fait en définissant des traits de caractère. Une autre branche, là c'est très très technique, mais il va y avoir aussi tout un marché qui va s'ouvrir dans le développement de passerelles, d'interfaçage entre les différents systèmes, interfacer le métaverse avec le monde réel, interfacer aussi peut-être plusieurs métaverses. À chaque fois qu'il y a des systèmes comme ça qui s'ouvrent, il y a besoin de s'interfacer. Aujourd'hui, ça existe dans la blockchain, par exemple. Il y a plusieurs plateformes, il y a des gens qui vont développer des plateformes, qui vont développer des interfaces pour connecter plusieurs systèmes entre eux. À chaque fois qu'il y a un gros truc qui s'ouvre, il y a besoin d'interfaçage. Et là, il y a des gros sous à faire dessus. Et après, il y a les personnes, vous savez, dans la vraie vie, il y a des personnes qui sont capables de créer un bar ou une boîte de nuit ou alors un café-théâtre, ce genre de choses, qui a du succès. C'est pareil dans le métaverse, il y a des gens qui vont être capables de créer ça a du succès et ça va attirer du monde. Ça sera un bar ou, je sais pas moi, une bibliothèque café dans laquelle il y aura des livres intéressants, il y aura peut-être des conférences, il y aura peut-être des lectures de livres, il y aura peut-être de la dégustation de gâteaux, ce genre de choses. Chacun son univers. Mais il y a des gens qui vont être doués pour créer ce genre d'univers et qui vont créer leurs univers et qui vont gagner des sous parce que les gens vont venir chez eux et quand ils vont prendre un café, quelque part ils vont payer aussi. Quand ils vont écouter une histoire qui sera lue, ils vont payer aussi. Voilà. Ça sera peut-être des petites sommes, mais n'empêche que la personne qui a créé cet univers-là, elle gagnera des sous. Après, il y a le développement technologique, parce que tout ça va être rendu possible par des équipements physiques qui vont être créés, par des logiciels. On pourrait penser qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent, mais aujourd'hui, les casques de réalité virtuelle, ils sont encore très volumineux, très encombrants. Donc on imagine que bientôt, ils vont être beaucoup plus compacts et peut-être sous la forme de lentilles, et puis bientôt connectés directement sur le cerveau. Tout ça, ça continue. Le développement technologique, il est là. Après, il y a aussi les caméras de profondeur qui vont permettre de scanner, d'ailleurs là, à plusieurs niveaux. Chaque fois qu'on parle d'une technologie, il y a plusieurs niveaux de job et de développement, de business qui vont se faire là-dessus. Il y a les gens qui le créent, il y a les gens qui le fabriquent, il y a les gens qui font la maintenance, et puis il va y avoir les gens qui vont s'en servir. On peut imaginer que vous êtes dans un centre commercial, et puis dans le hall, il y a quelqu'un qui va vous proposer de vous scanner en 3D pour avoir votre avatar qui soit fidèle à votre apparence réelle. Ça, c'est des petits jobs. Il y aura des gens qui vont être payés dans les malls, dans les centres commerciaux, il y aura des malls. Dans les malls, il y aura des gens qui auront un stand. Venez scanner votre corps. Voilà, $150, scan de votre corps intégral. Vous vous mettez en slip ou à poil et vous rentrez dans la cabine. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais voilà, ce sera ce genre de choses. Puis après, il y a tous les services on va dire, de sécurité, de sécurisation. Il ne faut pas qu'il y ait des comportements déviants, il ne faut pas qu'il y ait des personnes qui agressent les autres. Ça sera la métapolice, ça sera les méta-armées, c'est-à-dire du métaverse, ce genre de choses. Forcément aussi, il y aura peut-être des services gouvernementaux, on ne sait pas trop. En tout cas, il y aura des services d'entreprise, c'est-à-dire que les méga corporations auront ce genre de choses. Et peut-être que justement, les bars qui ont du succès, les salons de thé, cafés, bibliothèques qui ont du succès auront peut-être leurs services de sécurité, où ils feront appel à des services de sécurité extérieure, où, comme on avait dit, là, la bite qui parle, elle n'a pas le droit de rentrer, quoi. C'est bon, on n'en veut pas. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui gère ça. Et à côté de ça, il y aura des mondes de non-droit, des zones de non-droit, où les gens qui y vont, ils y vont à leur risque et péril. Ouais, c'est ça. Et tout ça, ça nous amène à ce que nous, on appelle l'expérience optimale, c'est-à-dire le plaisir ultime. Le plus grand plaisir que votre cerveau est capable de vivre, est capable de vous faire ressentir. Et là, on est vraiment à quelque chose qui touche la perfection du plaisir. Et attention, il ne faut pas confondre le plaisir et le bonheur. On n'est pas en train de dire que les personnes vont vivre un bonheur phénoménal. On dit que les gens vont vivre un plaisir phénoménal parce qu'ils vont vivre les expériences qu'ils ont toujours rêvé de vivre. Ils vont pouvoir la vivre et la revivre et recommencer.
ça va provoquer quoi? Ça va provoquer un clash entre le monde réel et le monde virtuel. Je m'explique, c'est que dans le monde réel, quand vous voulez vivre les choses, quand vous voulez partir en voyage, quand vous voulez, je ne sais pas moi, aller dans une soirée chez des amis, ben, si vous, par exemple, vous prenez la voiture et vous roulez pendant 1h30 pour aller chez vos amis, il pleut, vous payez l'autoroute, vous avez un risque d'accident de la route, donc vous êtes dans une soirée chez des amis, vous êtes une douzaine, vous risquez d'attraper une maladie. Quand on parle du Covid, voilà, les gens n'osaient plus sortir de chez eux. Vous allez peut-être tomber malade parce que vos amis vont vous servir quelque chose à manger, vous êtes peut-être allergique, ils vous ont oublié et vous allez tomber malade. Ou alors il y avait un aliment qui était périmé et tout le monde va être malade. Bref, vous allez rentrer ensuite le soir, vous avez peut-être un peu trop bu et donc vous allez prendre la voiture et vous allez pas être très bien pour conduire. Vous allez faire arrêter au péage. Voilà, vous allez avoir une amende, on va peut-être vous saisir votre voiture ou alors. Nous comme dimanche où on s'est pris la saucée de la voiture à la maison et on a fait toute la route avec complètement trempé. On avait froid quoi. Voilà. Donc vous êtes déplacé pour vivre une soirée sympa entre amis et vous avez eu tout un tas d'inconvénients, tout un tas de risques, et peut-être même que vous habitez dans un coin où vous allez passer par un rond-point où vous allez pour rentrer chez vous le soir de nuit et sur ce rond-point-là vous savez qu'il y a plein de voyous et vous allez peut-être vous faire braquer et il y a peut-être des voyous qui vont vous attendre avec des barres de fer pour vous piquer votre voiture et votre sac à main et votre téléphone. Franchement, c'est compliqué tout ça. Ça, c'est la vraie vie. Ouais, malgré tout, vous auriez passé normalement, la plupart du temps, un bon moment. Mais ça aurait été mitigé par tout ça. C'est ça. Et vous partez en vacances, c'est pareil. Vous partez pas en vacances pour faire la queue dans l'aéroport ou vous frottez avec la personne qui est à côté de vous dans le bus là, qui vous amène jusqu'à l'embarquement ou perdre votre valise. Ou perdre votre valise, ce genre de choses. Avoir un douanier qui va vous embêter, ou alors quand vous arrivez, on va vous demander où est-ce que vous allez, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous comprenez pas la langue, etc. Et quand vous allez faire du shopping, c'est pas pour le plaisir de chercher une place sur le parking. Tous ces petits trucs qui font que. Peut-être que vous allez vous faire piquer la voiture de location quand vous allez vous garer sur le parking. Ouais. Toutes ces choses-là. Et bien dans la réalité virtuelle, vous allez pouvoir vivre une expérience optimale. C'est par exemple les jeunes là qui n'ont jamais vraiment dragué et qui se disent tiens ils aimeraient bien être en couple ou ils aimeraient bien avoir une expérience sexuelle et ils se disent voilà c'est compliqué, je vais rencontrer des gens avec lesquels je vais pas m'entendre, je vais pas savoir quoi dire. Je vais me prendre un râteau. Ou alors ouais attends la dernière fois que j'ai eu une expérience, la fille c'était une connasse ou le mec c'était un gros con, voilà. Ce genre de choses. Vous avez certainement des jeunes qui vont vous raconter ça. Dans l'univers virtuel, ils ne vont pas vivre ça. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la facilité du monde virtuel et la complication, le risque sanitaire, le risque de sécurité, le risque je vais tomber malade, ou alors je vais avoir un accident, ou alors ouais, ça va mal se passer, ou alors ouais, t'es sûr vraiment, franchement, ça va me prendre du temps d'aller là-bas, ça va me coûter des sous de prendre ma voiture et de payer l'autoroute. Et puis des fois, c'est pas aussi bien que ce qu'on attend. Alors que là, dans le métaverse, ça va vraiment être calculé, ça va être une osmose entre votre cerveau, entre vos capteurs sensoriels et l'expérience qu'on vous fait vivre. Des fois, vous allez vous rechercher une expérience intense et elle est trop intense, c'est plus du plaisir. Là, le système, il va mesurer votre niveau de stress, votre niveau de plaisir, les hormones du plaisir, etc. pour vous délivrer exactement ce qu'il vous faut pour vivre votre expérience optimale. Ça ne sera jamais trop, ça ne sera jamais pas assez, ça sera exactement ce dont vous avez besoin pour jouir au sens large du terme. Et en plus, ça va même gérer, quand ça sera au point, éviter le système la notion d'être blasé. Parce que quand vous restez toujours au top, toujours au maximum, au bout d'un moment, il y a un système d'accoutumance qui fait que ça ne vous fait plus rien. Donc ça va aussi jouer sur les systèmes de gradient pour vous apporter quelque part des impulsions. Nous, notre pharmacienne, c'est une jeune petite pharmacienne, qu'est-ce qu'elle a fait là avec son jeune époux, qui vient de se marier? Elle a fait un saut à l'élastique. Ça s'est plus ou moins bien passé, ça s'est mieux passé pour elle que pour lui. N'empêche que s'il l'avait fait dans le monde virtuel, ça serait très très bien passé pour les deux. Il n'y en aurait aucun qui se serait fait mal, aucun qui se serait dit, comme tu dis, c'était trop intense. Non, là franchement, il n'a plus envie de le refaire, son mari. Et bien là, ça serait passé exactement comme il faut pour que pour lui, ça soit idéal aussi, et idéal pour elle aussi. Ils n'auraient pas pris la voiture pour aller jusque là-bas, pour sauter. Ça a duré rien de temps de sauter en élastique, mais ils ont mis 2 heures aller, 2 heures retour pour le faire. Là, ça serait immédiat et l'expérience serait optimale. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, l'humain va s'auto-enfermer. Il va y avoir un enfermement volontaire des humains dans le monde virtuel, dans la réalité virtuelle. Volontairement. Volontairement. Alors peut-être que c'est organisé, on ne dit pas le contraire. Peut-être pas, d'ailleurs, il n'y a rien qui nous permet de le penser. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que naturellement,
la population va s'enfermer. C'est-à-dire qu'en fait, les systèmes qui sont en train de vous être offerts entre guillemets, puisqu'ils sont vendus, hein, on est bien d'accord, mais tous ces systèmes-là vont vous amener vers des expériences optimales dans le monde virtuel qui vont faire que petit à petit, vous allez vous désintéresser du monde réel. Donc les gens vont s'enfermer volontairement, contrairement à ce qui s'est passé pendant le Covid. Pendant le Covid, il y a eu un grand enfermement, mais les gens étaient contraints. Mais là, ils vont avoir envie de le faire. Et les gens vont même vous répondre, mais pourquoi faire? Pourquoi sortir? À quoi ça sert? Je vais prendre tout un tas de risques. Peut-être que ce que je vais vivre, ça ne sera pas intéressant. Pourquoi faire? Je vais rester dans mon monde virtuel. Et les gens, en fait, vont se séparer les uns des autres petit à petit. Ils vont vivre dans leur monde, dans leur bulle personnelle, dans leur monde virtuel personnel, un petit peu comme dans le film Clone, et aussi un petit peu comme dans le livre Le successeur de Pierre. Le successeur de Pierre, il est par là, c'est celui. Et un petit peu comme dans le successeur de Pierre, donc là ils se sont pas enfermés volontairement, mais ça vous donne une idée très précise de ce que représente. Là c'est des pyramides de... Bon, je ne vais peut-être pas le dire. Non, je ne vais pas le dire. Voilà, on vous laisse le lire parce qu'on ne va pas faire du spoil, on ne va pas vous spoiler l'histoire, mais ça donne une idée de ce que représenterait un grand enfermement dans lequel les gens sont vraiment isolés les uns les autres, tout en ayant des rapports les uns avec les autres dans le monde virtuel et même des rapports sexuels dans le monde virtuel. Dans le successeur de Pierre. Tout ça, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à l'extinction de l'espèce. Déjà, l'atrophie du corps physique, quelque part, parce que les gens vont plus s'en servir. Du corps physique dans le monde réel. Peut-être même la disparition de la partie animale, en fait, dire, voilà, c'est la partie, l'évolution va nous amener vers des êtres peut-être plus, en tout cas moins physiques. Et puis au final, l'extinction de l'espèce. C'est ça, parce que les gens. Parce que s'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de reproduction. C'est ça. Les gens vont dire pourquoi les filles vont dire mais pourquoi toutes ces contraintes de la reproduction alors que les mecs vont dire bah ouais, pourquoi toutes ces contraintes aussi, franchement. Alors qu'en fait, ils peuvent jouir 100 fois plus avec une machine. C'est ça. Et donc, avec un gadget. C'est ça. Et petit à petit, ils vont même plus se côtoyer les uns les autres dans la vraie vie. Ils se côtoieront dans le monde virtuel. Et petit à petit, ils vont plus se reproduire. Et petit à petit, l'espèce va disparaître. En tout cas, elle va disparaître dans sa version animale, dans sa version physique, dans sa version réelle, mais elle peut continuer, elle va peut-être continuer, en tout cas nous c'est ce qu'on pense, en tout cas c'est possible, dans la version virtuelle, dans le monde numérique, dans le web en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des gens qui le font. Ils se disent, tiens, à l'heure actuelle, j'ai toutes mes connaissances, toutes mes capacités mentales, j'ai toutes mes capacités cérébrales, je suis au top de mon cerveau. Ils se font scanner, alors, dans la limite de ce qu'on connaît aujourd'hui d'un point de vue technologique. Et ils disent, donc ils se font scanner de façon à ce que toutes leurs idées, tout ça, soit enregistré. À l'intérieur, il y a le scan extérieur dont on parlait tout à l'heure. Là, on parle de scanner, faire une sauvegarde du cerveau. C'est ça, de qu'est-ce que je réponds, qu'est-ce que je dis, comment est-ce que j'interagis avec les autres. Aujourd'hui, on en est au début, au balbutiement, mais demain, on sera capable certainement d'aller beaucoup plus loin. Et il y en a même qui disent, ils se font scanner comme ça, cérébralement, et ils disent, au moment de ma mort, ça serait sympa que vous congéliez mon cerveau, même si vous ne congelez pas mon corps, parce que mon corps, ils s'en foutent, ils se foutent de leur corps. Congeler mon cerveau de façon à ce que quand la technologie sera assez évoluée pour qu'on puisse scanner 100% du cerveau, donc 100% des pensées, 100% des connaissances, 100% des modes de réaction, tout simplement la personnalité de la personne, on dégèle le cerveau et on vient de le scanner de façon à ce que cette personne puisse revivre dans le monde virtuel. Et ça, ils deviendraient des agents. C'est ça, des agents mais vivants dans le monde virtuel. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans des bouquins d'ailleurs assez anciens. C'est Heinlein, je vais donner. Ah non, c'est pas Heinlein. C'est Frédéric Paul qui a écrit toutes ces histoires. C'est La Grande Porte en fait. Il y a toute une série de bouquins, La Grande Porte, Les pilotes de la Grande Porte, Rendez-vous à la Grande Porte, Les Analyses, et il y en a encore d'autres. Donc tout ça, ça mène petit à petit, quand on voit notamment les derniers, ça mène à ça. Ça mène à une vie dans laquelle il n'y a plus de corps physique, il n'y a plus de réalité physique, où les personnes sont scannées, soit au moment de leur mort, soit un petit peu avant, de façon à vivre vraiment avec leur personnalité vraie, dans le monde virtuel. Donc il n'y a plus de monde physique en fait. Frédéric Paul, il n'est pas très connu, mais c'est un des pères fondateurs de beaucoup de choses. Excellent. Donc on va vous le citer plusieurs fois dans les vidéos qui suivent. Ouais, on vous citera parce qu'il a écrit pas mal de choses très intéressantes. Et ça, c'est des bouquins qui sont quand même anciens, parce que si on prend le premier par exemple, le premier date de 1977. Donc vous voyez,
premier de la grande porte. Il a des livres beaucoup plus anciens. Ouais, il a des livres beaucoup plus anciens. Donc, il avait aussi caressé la notion de métaverse. C'est-à-dire que lui aussi, il était à l'origine de beaucoup d'idées. On va rendre à César ce qui est à César. Même si Neil Stephenson a inventé pas mal de choses, Frédéric Paul est à l'origine de beaucoup de choses. Et le métaverse aussi. Il avait pas mal inventé de choses. Alors, face à tout ce qu'on s'est dit, on comprend qu'il y a plein de gens qui vont dire moi pas, ça sera sans moi, je veux pas, il faut absolument arrêter ça. Nous, c'est pas ce qu'on pense. Parce qu'on pense aussi que ça... C'est fabriqué pour que vous ayez envie d'y faire. Voilà. Et puis ça va vraiment vous apporter quelque chose. C'est à vous de doser. C'est comme aujourd'hui, voilà, si vous mangez, si vous buvez trop de café, ça va vous rendre malade, mais pourquoi vous n'allez pas vous interdire de prendre un petit café quand vous en avez envie, quoi. C'est pareil pour l'alcool, pareil pour la cigarette, pareil pour tout. Pareil pour les Oreos. Les Oreos qui ont été mis au point par les cigarettiers pour rendre les gens addicts. Bref, il va falloir faire attention à doser pour s'en servir de façon intelligente, mais sans devenir... Et peut-être aussi travailler sur le fait d'avoir la meilleure vie possible dans le monde réel, parce que c'est ça qui va pousser le maximum de personnes à se plonger là-dedans. C'est qu'en dehors, ils ont une vie de merde. Ouais. Donc on leur propose une vie de rêve d'un côté, une vie de merde de l'autre. Le calcul, il est tout fait. Donc à vous de travailler aussi sur le fait d'avoir la meilleure vie possible à l'extérieur, et puis d'aller profiter quand vous en avez envie à l'intérieur. Intelligemment. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, ça nous intéresse vraiment. Si vous avez des idées de bouquins, des idées de films, des idées de tout un tas de choses, de musique comme on l'a dit, ça nous intéresse, allez-y dans les commentaires. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. On est en train de vous concocter quelque chose aussi très agréable. Ça va vous plaire. À bientôt. À bientôt. Bye.